Salut à tous, bienvenue sur MDB Talk. Aujourd'hui, on va parler de financement peut-être un petit peu différent du financement bancaire. Je suis avec Thomas Dansette, cofondateur de La Première Brique, avec qui on va passer un bon moment. Je m'y attends en tout cas, parce que c'est toujours un bon moment avec Thomas. On va parler sans langue de bois de financement, crowdfunding immobilier, financement participatif, votre métier, qu'est-ce que vous faites avec La Première Brique, les marchands, on va parler de marchands de biens parce que tu les connais, non pas parce que tu es marchand de biens toi-même, mais parce que tu as côtoyé beaucoup et tu côtoies beaucoup de marchands de biens, les dossiers, le marché immobilier, les évolutions, les impacts que ça a eu sur les opérations de marchands, sur les investisseurs, sur les projets au global, la vision du crowdfunding, les évolutions, les innovations, peut-être même les disruptions dans le domaine du crowdfunding immobilier. C'est tout ça qu'on va aborder dans ce MDB Talk. Salut Thomas. Salut Benjamin, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement et de pouvoir venir discuter avec nous. Thomas, ce que je te propose, parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui te connaissent, mais par l'intermédiaire justement peut-être de newsletters, d'éléments ou de certains événements. Tu es cofondateur de La Première Brique, qui est une plateforme de crowdfunding. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure-là? Et La Première Brique, c'est quoi Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai 30 ans. Je n'étais absolument pas destiné à faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'étais pas destiné à créer une société, encore moins en crowdfunding immobilier, puisqu'il y a quelques années, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais pas destiné non plus à travailler avec des marchands de biens, parce qu'encore une fois, il y a quelques années, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ou alors, j'aurais fait partie de ceux qui faisaient l'amalgame marchand de biens, marchand de sommeil. Et c'est un peu un accident de parcours, puisque moi, j'ai une formation d'avocat d'affaires. J'ai aussi fait une école de commerce en finance d'entreprise. Et en fait, c'est pendant mes études que La Première Brique a été lancée. Donc, on a cofondé la société avec mon associé. Et on était obligé, parce que petite société, sans moyens, et quand t'as pas de moyens, tu dois faire différemment. On a été un petit peu obligé d'aller sur un segment qui n'intéressait personne d'autre à l'époque. C'était en 2019-2020, le segment des petites opérations, notamment des petits marchands de biens. Parce qu'en fait, dans le marché du crowdfunding immobilier, donc du financement participatif, donc c'est le financement par la foule, en fait, littéralement, d'un projet immobilier déterminé, tous les acteurs qui étaient en forte croissance allaient sur les grosses opérations et les gros opérateurs, donc les très gros marchands et les promoteurs immobiliers. Et nous, on ne pouvait pas parce qu'en fait, on n'avait pas les capacités à les financer, ces gens-là. Premier dossier qu'on a financé, c'était moins de 100 000 euros. C'était des jardins potagers partagés dans le Var. Énorme. Qui était un projet fait par un marchand, typiquement un marchand qui était bancarisé et qui avait ce petit projet qui lui tenait à cœur, qui rentrait pas du tout dans les grilles de sa banque habituelle. Et puis, on a fait ça. Et c'était, à l'époque, c'était littéralement téléphone... C'était gonfler la totalité du répertoire à la famille, les amis pour qu'ils mettent un petit peu d'argent. Et puis, petit à petit, ça a grossi. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 100 000 investisseurs inscrits sur la plateforme. Mais au début, c'était loin d'être le cas. Donc, beaucoup de petites opérations, beaucoup de petits marchands qui, justement, étaient hors système bancaire, parce que néo-marchand de biens, parce que opération trop petite. Et ils étaient même hors système alternatif, parce que même le système alternatif intégrait des seuils d'intervention où il y avait plein d'acteurs qui disaient en dessous de 300 000, en dessous de 500 000 euros de levée, je ne regarde pas le dossier. Or, 500 000 euros de levée, ça fait généralement un projet en coût de revient à 550 600 000. Si on applique un peu les ratios de fonds propres habituels, c'est déjà des belles opérations. Et il y a plein d'acteurs qui ne font pas d'opérations à 500 600 000 euros de coût de revient. Donc, ces gens-là, en fait, étaient même privés du financement alternatif qui était censé patcher, on va dire, les trous dans la raquette du financement bancaire classique. Ouais. Donc, on a pris ce modèle-là. En plus, on était jeunes. On n'avait pas de légitimité, donc on était très mal placé pour dire à un néo-marchand de biens, tu n'as pas de légitimité non plus. Et comme moi, c'est un argument que j'avais un peu du mal à entendre, l'âge, l'inexpérience et autres, je ne me voyais pas forcément annoncer ça en argument à un néo-marchand de biens qui venait voir avec un financement. Ça ne veut pas dire qu'un néo-marchand de biens peut tout faire. Loin de là. On va en parler, je pense, après. On va en parler après. Mais c'est parce qu'on est néo qu'on ne sait rien faire non plus. Donc c'est là où la subtilité est importante. Et du coup, on s'est lancé sur ce marché-là. Quelques années plus tard, c'est près de 700 opérations financées, près de 300 millions d'euros collectés. Donc effectivement, pas mal d'opérations auditées. Beaucoup de marchands de biens rencontrés, comme tu t'en doutes.
et un quotidien qui est baigné de marchand de biens pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur quand même. Okay. C'est un écosystème qui est vraiment génial. C'est une profession qui est magnifique et c'est un vrai plaisir de pouvoir évoluer justement au quotidien avec ces gens-là et travailler sur les projets immobiliers qu'ils portent. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation. Quand tu dis t'es pas du tout entre guillemets de l'immobilier, du sérail, vous n'étiez pas prédestiné à faire ça. La carrière classique, quand tu sors d'une école comme toi, c'est plutôt avocat d'affaires, cabinet à Paris, costume, cravate, etc. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à trouver entre guillemets le trou dans la raquette sur le financement? Oui. Parce que du coup, pour le redire en termes un peu plus, on va dire profanes ou des personnes qui connaissent pas, le financement classique, c'est le financement, on va dire bancaire. C'est-à-dire que toutes les banques de la place financent des opérations de marchand de biens, mais effectivement, elles ont des fois des profils d'opérations, de montants d'opérations ou d'opérateurs avec de l'expérience qu'elles vont avoir en critères go-no-go. Ouais. À côté de ça, il y avait des acteurs alternatifs, donc d'autres crowdfunders, d'autres financeurs participatifs en français qui intervenaient, mais pas en dessous de 500 000 globalement. Et vous avez vu, et comment vous avez vu ça si vous n'étiez pas dans l'immobilier, vous n'aviez pas de marchand dans votre entourage, je sais pas. Ouais, alors c'était au début, encore une fois, c'est un peu arrivé là-dedans par accident. Moi là-bas, j'étais plus parti sur un modèle autour de la blockchain et de la tokenisation immobilière. Ok. Parce que c'était 2018-2019, c'était un peu la mode. Il y avait un pic du Bitcoin. Il y avait un pic du Bitcoin, il y avait des choses à faire. Et j'étais plus parti là-dessus, mais en fait, on se rend compte en creusant, et c'est d'ailleurs pour ça que des années après, il n'y a pas grand-chose qui a émergé, en tout cas en France. On se rend compte que la tokenisation immobilière, c'est très complexe dans le modèle français actuel. Sur la vraie propriété de l'actif, j'entends, on peut tokeniser des actions d'une société qui détient elle-même un immeuble, mais c'est pas de la vraie tokenisation immobilière. Et du coup, le crowdfunding, c'était en fait chercher comment combiner une nouvelle façon de faire de la finance, parce que c'est la grosse spécificité qu'on a eue et qu'on a toujours, c'est que nous, on a été les seuls fous à se lancer sur le marché du investissement dès 1 euro sans frais. Ça, c'est une spécificité aussi. Ouais. À l'époque, globalement, tout le monde était à 1 000 euros de ticket d'entrée par projet. Donc les investisseurs qui viennent chez vous, enfin en tout cas qui venaient chez les autres acteurs, devaient rentrer à partir de 1 000 euros minimum d'épargne, et vous avez dit 1 euro. 1 euro, c'est ça. Il y avait 1 ou 2 acteurs à l'époque, je crois, qui étaient à 500 euros. D'accord. Et nous, on est arrivé en disant 1 euro. Alors oui, première réponse. Tu n'as pas posé la question, mais oui, il y a des gens qui mettent 1 euro. C'est vrai. Ouais, 1 euro, 5 euros, 10 euros. Okay. Et en fait, c'est le jeu, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que nous, notre idée, c'était démocratiser l'investissement immobilier, le rendre accessible. Je crois que c'est un peu votre devise maintenant. Oui, exactement. C'est vraiment le slogan. C'est notre leitmotiv. Ouais. Et du coup, le rendre accessible, c'est le rendre accessible à chacun en fonction de ses capacités financières et aussi de son appétence à investir. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens, et c'est normal, ça reste un produit innovant, même si ça fait quelques années qu'au niveau national, on parle quand même en milliards de collectes sur certaines années, mais ça reste innovant. Et donc forcément, ce qui est innovant, surtout en finance, ça fait peur. Le digital, ça fait quand même un petit peu peur parce qu'il n'y a pas le lien de confiance qu'on peut avoir avec un banquier derrière un bureau, parce que l'agence est là depuis des années, il y a une grande plaque avec un nom national qui est connu. Ça va créer un lien de confiance qui n'est pas toujours justifié, mais qui va créer un lien de confiance quand même. Et donc nous, le D1 euro, c'était aussi une façon de dire, essayez, testez, mettez 10 euros, vous voyez comment ça se passe. Ça se passe pas bien, au pire, vous avez perdu 10 euros. Ça se passe bien, vous pourrez peut-être remettre un peu plus. Et puis, c'était aussi dire, notamment sur des jeunes populations, parce que en étant jeune, on s'en sent un petit peu concerné. Et notamment, on se sent concerné par un fait qui est de dire qu'il y a plein de super produits d'investissement, plein de super produits financiers dans ce monde, mais les top produits, ils sont jamais accessibles sur les tickets d'entrée à partir de 100 000 euros, qui est un seuil quand même juridique en France, en tout cas, et certains produits même au-delà. Et donc, la performance, nous, on voulait la rendre accessible à chacun. Et dire qu'en fait, je schématise un peu, mais dire que du 10% l'an en rendement, avec un bon couple taux rendement-risque, il n'était pas réservé qu'aux clients de banques privées. Voilà, c'était ça un peu le C'était un peu le cas auparavant, parce que, enfin, c'est un peu toujours le cas d'ailleurs quand même, mais ça s'est beaucoup plus démocratisé, c'est-à-dire que les bons produits, maintenant, on peut les retrouver parce qu'il y a des club deals, des SPV qui agrègent des investisseurs qui vont permettre d'accéder à des produits pour des investisseurs plus sophistiqués justement et qui avaient des bons rendements, mais vous, c'est vrai que vous le proposiez sur des beaucoup moins grosses sommes encore. C'est ça. Et sans frais, je crois, parce que en fait, du coup, quand tu rentres, t'as pas de frais, les frais sont côté nous, il n'y a aucun frais. Marchand, ouais. Et porteur de projet, quoi. Donc typiquement, oui, quelqu'un qui met 2 euros, rien qu'avec le coût de la signature électronique, on perd de l'argent. Ah oui. Mais en fait, encore une fois, c'est
c'est aussi un peu la mission qu'on a. Donc, c'est le jeu. On l'accepte et puis ça marche bien comme ça. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Okay. Et même dans les produits, on en parlera un peu plus tard, mais qu'on est en train de réfléchir à maturer en interne sur des choses un peu plus complexes, ça nous tient à cœur dans le cahier des charges d'avoir toujours l'accessibilité du produit, justement, pour garder cette mission de démocratiser l'investissement immobilier. Et vous êtes les seuls toujours à faire 1 euro? On est les seuls à faire 1 euro. Il y a un confrère qui s'est lancé à 10 euros quelques années après nous. Et en fait, c'est super parce que le message de dire démocratisons ces produits-là, comme sur plein de marchés, la concurrence, il faut la voir, bien sûr, la concurrence, des fois, ça fait pas forcément très plaisir parce que ça prend des parts de marché, ça prend du chiffre. Mais sur les sujets qui sont innovants, plus on est d'acteurs à porter un même message et une voix un petit peu qui va dans le même sens, plus forcément, on va avoir d'impact sur du moyen long terme. Ouais, donc la concurrence à court terme, elle fait jamais plaisir, mais à long terme, être le seul acteur à porter un étendard, c'est compliqué, c'est fatigant. Et puis potentiellement, au bout d'un certain temps, ça peut aussi peut-être quand même faire naître une idée qui est mais ça se trouve, on s'est trompé. Si on est les seuls à aller dans cette direction, c'est peut-être pas parce qu'on est les plus intelligents, mais peut-être juste parce qu'on est ceux qui n'ont rien compris. Et donc forcément, voir d'autres acteurs, y compris sur du private equity, par exemple, sur des produits plus d'investissement dans les sociétés, aller sur de l'hyper-démocratisation, dans le fait que financièrement, c'est peut-être pas le choix le plus optimal d'un point de vue de la rentabilité, mais qu'il y a une vraie pertinence et il y a une vraie attente des investisseurs en face, justement sur ce segment-là. Là, à date, ça fait combien de projets que vous financez chaque année à peu près, enfin sur peut-être la dernière année ou les derniers 6 mois, pour avoir un ordre de grandeur? Alors, ça a été un peu exponentiel en nombre de projets, en montant collecté. L'année dernière, on a financé à peu près 200 opérations pour près de 100 millions d'euros. Cette année, on est sur un rythme de 10 millions d'euros par mois, donc objectif d'atterrissage autour de 120 millions d'euros à la fin de l'année. On a financé près de 700 opérations. Donc, pour en financer 700, globalement, tu en vois passer 7000 au bas mot. Ce qui effectivement fait un paquet de bilans lus, un paquet de compromis lus, un paquet de documents de présentation de marchands de biens plus ou moins foireux lus. Et forcément, ça fait il y a un effet d'apprentissage qui se fait avec le temps. Et un effet d'automatisation et de process qui doit être mis en place parce qu'on a une telle quantité de dossiers que l'on reçoit que forcément, nous, notre job, c'est d'aller chercher les meilleurs dossiers pour les présenter ensuite à notre communauté. Et donc, on augmente le volume collecté, notamment en allant sur des dossiers un petit peu plus gros, sachant que la loi nous limite à 5 millions d'euros par opération. Donc là, on a un projet en cours de collecte à 5 millions, c'est une première pour nous. On continue à accompagner des petites opérations, bien sûr, parce que, encore une fois, même sur les petits projets, on refuse d'avoir la vision purement de rentabilité, purement financière, parce que ce qu'il faut aussi garder en tête pour un financeur, ça peut être aussi vrai pour un opérateur marchand, mais pour un financeur, travailler sur un dossier à 100 000 ou un dossier à 1 million, généralement, c'est la même quantité de travail en temps passé et en implication. La rémunération, par contre, n'est pas du tout la même. Donc moi, je comprends les financeurs, qu'ils soient bancaires, les fonds d'investissement ou les crowdfunders, qui disent en dessous d'un certain seuil, je regarde pas le dossier. Je les comprends. C'est pas le choix que nous, on a fait, mais c'est un choix qui peut se comprendre, tout comme il y a des marchands de biens qui, arrivés à un certain niveau, disent, moi, s'il n'y a pas 100 000 euros de marge, je rate pas le dossier. Parce que au temps passé, au risque, à la mobilisation des capitaux propres, si c'est pas pour gagner même 100 000 euros, je prends pas le dossier. Voilà. Donc, c'est des calculs financiers. Nous, on a fait un choix, c'est de travailler, d'aller chercher les bons dossiers. Et le bon dossier, s'il est à 200 000, il faut pouvoir l'accompagner. Ok, très clair. On va y switcher maintenant sur cette partie justement côté marchand. Mais j'aime bien ton analogie de se dire il faut accompagner entre guillemets tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des financeurs, comme des marchands, tu l'as dit, qui vont plus sur certaines typologies d'opérations, certains montants d'opérations parce que c'est pas suffisamment significatif pour eux ou par rapport aux objectifs qu'ils ont. Ils vont allouer trop de temps et du coup trop d'énergie sur un projet qui rapporte pas assez. Mais on a besoin pour tous les niveaux et notamment, vous, tu me le disais, vous aviez accepté, il y avait ce côté, moi aussi je suis jeune, je vais pas refuser un jeune, parce que un jeune marchand, en tout cas, pas forcément jeune par l'âge, mais jeune marchand. Tu dis 7000 dossiers, 700 financés. C'est vraiment ça le taux de refus. Il y a 90% des dossiers qui partent à la poubelle, quoi. Ouais, alors c'est des stats qu'on a à la louche parce qu'on les a pas comptés dans le sens où je considère que notre temps est plus précieux pour faire plein d'autres choses que de compter les dossiers qu'on n'a pas financés. Oui, je comprends. Mais globalement, il y a certaines grosses semaines, on va dire, on va recevoir presque une 50aine de sollicitations par différents canaux.
Et on va collecter 4-5 dossiers maximum dans la semaine. Après, le problème qu'on a, c'est que on va avoir des sollicitations qui sont complètement déconnantes. C'est-à-dire des trucs où, sincèrement, il n'y a pas besoin de challenger les hypothèses pour se rendre compte que ça ne marche pas. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai sujet d'éducation, notamment des néo-marchands de biens. Et c'est normal, c'est un univers qui est particulier, les marchands de biens. Il y a plein de gens qui arrivent avec une logique investisseur, qui essaient de basculer sur le marchand, mais qui conservent un certain prisme de raisonnement qui est celui de l'investisseur. C'est pas la même logique. On peut acheter le même immeuble, mais on le travaille d'une façon tellement différente que c'est pas la même logique, les mêmes ratios qui s'appliquent et tout ça. Donc, on a plein de demandes qui, globalement, vont pas plus loin que OK, j'ai regardé la demande, déjà, il y a des énormes incohérences qui font que ça marche pas. Okay. Exemple tout bête, je suis marchand de biens, je viens de créer ma SCI. Bon, bah ça, on dit direct, c'est société commerciale ou non. C'est plein de petites choses comme ça où je suis marchand de biens, je veux me lancer en marchand de biens et je veux faire un emprunt. Et en fait, c'est l'investissement. C'est le mec qui veut une dette sur 15 ans et amortissable. Voilà, c'est pas du marchand. Donc, il y a plein de dossiers qui forcément rentrent pas dans le scope. Et après, il y a les dossiers où il faut rentrer forcément dans l'analyse. Donc pour ça, on a une équipe de chargés d'affaires qui vont aller auditer les dossiers avec toujours en fait une double casquette qui est s'assurer de la solidité du dossier, mais aussi chercher à améliorer le dossier. Parce qu'en fait, nous, on part du principe que si on arrive, de par notre retour d'expérience, à améliorer un petit peu une opération, si ça se trouve, on va rendre finançable un dossier qui n'était pas finançable, ou en tout cas, on va sécuriser encore plus une opération. Et c'est là où il faut comprendre que nous, notre rôle, c'est d'avoir un alignement des intérêts entre la plateforme, les investisseurs qui vont financer et l'opérateur qui réalise l'opération. L'alignement des intérêts, il consiste à quoi? Il consiste à réussir à financer pour qu'ensuite l'opérateur puisse délivrer son projet, encaisser sa marge et rembourser les investisseurs. Et nous, plus la marge elle est importante, plus l'opération va aller vite, plus on est content. Et en fait, c'est ce côté un petit peu vertueux. Donc, on va chercher forcément, surtout sur les néo-marchands de biens, à les accompagner aussi sur la structuration, ou quand ils vont nous présenter un dossier, on va leur dire, OK, typiquement, l'exemple des mises en plateau. Il y a des opérateurs qui ne savent pas qu'on peut faire du plateau, qui veulent à tout prix du produit fini, ou l'exemple de la pré-commercialisation. J'ai tellement de néo-marchands de biens qui sont venus me voir en me disant... la préconversation, mais mon notaire m'a dit que j'avais pas le droit de vendre tant que je suis pas propriétaire. Alors, classique. Oui, le notaire n'a pas faux. Je n'ai pas le droit de vendre tant que je suis pas propriétaire. Par contre, j'ai le droit de mettre sous promesse unilatérale de vente un bien dont je suis pas encore propriétaire. Encore faut-il le mentionner dans l'acte. Et du coup, typiquement ça, sur les opérations qui tournent pas, mais on dit, si vous arrivez à avoir une précommercialisation, votre opération tourne, ou tournera mieux, parce que vous allez réduire le temps de portage, donc les frais financiers, donc maximiser votre marge. C'est encore une fois, nous, on est des partenaires. Ouais, je comprends. Et c'est vraiment cette vision-là de dire comment est-ce qu'à notre échelle, on peut chercher à améliorer les opérations pour améliorer la marge. Parce qu'un marchand qui fait une belle marge, normalement, c'est un marchand qui va refaire d'autres opérations. Et logiquement, qui refera appel à nous. Ou pas d'ailleurs. Mais c'est encore une fois, c'est comment à notre échelle, est-ce qu'on peut aussi amener de la valeur ajoutée au-delà d'amener simplement de l'argent. C'est comment on peut amener de la valeur ajoutée. Et on va pas se mentir, le financement alternatif coûte très cher par rapport au financement bancaire. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout concurrent des banques. On va être complémentaire sur des montages où on va financer une partie des fonds propres demandés par les banques. On va être alternatif sur des opérations où les banques ne peuvent pas aller ou ne veulent pas aller pour plein de raisons, des fois de timing, de typologie, d'encours, voilà, tout plein de raisons. Mais on n'est pas concurrent du système bancaire. On n'a pas vocation à remplacer le système bancaire, ne serait-ce que par la structure de coût qui est bien plus importante en financement alternatif qu'en financement bancaire. Ok. Je ne savais pas que vous aviez cette casquette et que vous devez prendre du temps. Je pense que ça doit prendre du temps parce que nous, on le fait pour nos marchands, de les accompagner sur les dossiers, etc., de les améliorer dans le concret. Mais si vous le faites aussi, juste peut-être de donner des pistes au moins, mais effectivement, la précommercialisation, le fait de pouvoir pas terminer, entre guillemets, l'opération, mais laisser une partie de la valeur derrière à la revente à des futurs investisseurs, etc. Je pense que c'est hyper fort. Sur l'analyse des dossiers, très concrètement, ça se passe comment un dossier, donc on l'envoie chez vous, donc tu as des chargés d'affaires. C'est quoi globalement les éléments clés qu'il va regarder? Enfin, est-ce que vous avez un process, une checklist, sans dévoiler votre secret de sauce peut-être, mais... Pour le coup, là-dessus, on n'a rien inventé, encore une fois. Enfin, nous, ce qui vaut partie du principe, c'est que globalement, dans l'entreprise, on n'a rien inventé. Ok. Et pour le coup, moi, je suis un très mauvais inventeur. Par contre, on travaille sur l'optimisation de l'existant, la différenciation. Donc, c'est bien. Le crowdfunding existait bien avant nous. Ok. La plupart des acteurs étaient sur les gros dossiers à 1 000 € d'entrée.
Pour les investisseurs, bah nous, on a fait les petits dossiers un peu différents à 1 euro. Voilà, ça, c'est notre type d'innovation. Donc là, on a pas mal d'autres innovations dans les tuyaux, mais qui ne sont pas des révolutions. Ok. Parce qu'encore une fois, c'est un modèle qui marche très bien. Le financement d'opérateurs immobiliers, ça existe depuis un certain nombre d'années. On a toujours besoin. Voilà, toujours besoin, il y en a toujours besoin. Donc, je pense, mais ça, c'est une conviction personnelle, qu'il ne faut pas seulement chercher à révolutionner la chose, mais à l'optimiser. Donc, et c'est la même chose sur l'audit. Nous, l'idée, c'est de dire, le marchand de biens, c'est un domaine où il faut être très réactif. Parce que potentiellement, tu as fait une offre sans condition suspensive de financement. Ça arrive. Potentiellement, tu aimerais bien avoir ton accord de financement avant de signer ta promesse, pour pouvoir sortir le cas échéant, ou en tout cas, parce que tu es un petit peu smart, tu l'as signé ta promesse en nom propre, et tu aimerais bien pouvoir sortir avant le délai de rétractation. Donc, tu aimerais bien que tu aies un financeur très réactif qui puisse se dire oui/non, pour éventuellement sortir de ta promesse avant d'être coincé sur la clause pénale. Donc, ça, typiquement, c'est des choses tout bêtes, mais être capable d'analyser un projet alors que la promesse est en cours de rédaction, c'est quelque chose qui ne va pas rentrer dans le système bancaire. Mais ce que je peux comprendre, parce que c'est potentiellement mobiliser du temps pour que, si ça se trouve, lors de la rédaction, lors de la signature, le vendeur dise finalement je ne vous vends pas, ou alors le notaire découvre, au regard des documents qu'il a levés la veille, qu'il y a un sujet de servitude ou je sais pas quoi, l'opération tombe à l'eau. Ouais, je comprends. On aura travaillé un peu pour rien. Mais ok. Et c'est là où il faut choisir ses batailles. Et c'est un vrai enjeu. Mais le process d'audit chez nous, globalement, c'est la technique de l'entonnoir. Donc, c'est s'assurer dès le début sur un maximum de projets que ça va répondre aux critères. Donc, les critères de faisabilité. Donc, déjà, est-ce que l'opération est viable économiquement? Donc là, c'est l'analyse du bilan. Ok. L'analyse de calcul ratio, notamment sur les fonds propres. Au niveau du bilan, si on rentre juste un peu dans le détail, les marges attendues, c'est combien Nous, on aime bien voir au-dessus de 15, entre 15 et 20 après frais financiers sur une durée cible de réalisation d'opération. Sur le chiffre d'affaires? Je parle en marge sur chiffre d'affaires. Ok. Parce que la marge sur coût de revient, pour le coup, je sais qu'elle est plus jolie. Elle est toujours plus jolie. Mais généralement, ça c'est pareil, c'est un signal. Parler en marge sur coût de revient, pour moi, c'est un peu un mauvais signal à envoyer à un financeur. Parce que les financeurs raisonnent toujours en marge sur chiffre d'affaires. Et du coup, ça envoie un signal qui est de dire, potentiellement, j'ai voulu un peu filouter en t'affichant une grosse marge. Voire même, je ne suis pas au courant que la norme, c'est de parler en marge sur chiffre d'affaires. Donc en fait, je suis un peu à côté de la plaque. Donc potentiellement, le reste de mon opération est un petit peu à côté de la plaque. Ok. Ce qui est super important, en fait, pour un marchand, surtout sur un néo-marchand de biens, c'est de comprendre les codes des financeurs pour parler le même langage et pour amener un signal. En fait, on est toujours plus facilement mis en confiance quand on parle avec quelqu'un qui parle la même langue, qui comprend les enjeux, qui comprend les abréviations et tout ça, parce qu'on est sur un pied d'égalité. Et du coup, donc nous, on raisonne en marge sur le chiffre d'affaires. La marge sur le chiffre d'affaires, en fait, c'est une notion qui est ultra relative. On a accepté des dossiers à moins de 10% de marge sur le chiffre d'affaires. Parce que la marge, elle va refléter un risque. En gros, c'est un matelas de sécurité avant qu'une opération soit potentiellement marge zéro, donc rien gagné, marge déficitaire, donc potentiellement pour un opérateur, c'est on commence à taper dans les fonds propres. Exactement. Et après, il y a le risque du financeur, c'est on commence à taper dans les intérêts et potentiellement après dans le capital. La marge, elle est là pour rémunérer la prise de risque et le savoir-faire du marchand de biens. Et donc, forcément, elle doit s'apprécier au regard de la typologie de l'opération, la technicité, de la durée aussi du projet. On a financé déjà des achats-reventes avec une très bonne pré-commercialisation, par exemple, sans risque technique, travaux, sans risque administratif, avec éventuellement un risque commercial, parce que même si c'était pré-commercialisé, même si par exemple l'acquéreur avait déjà eu son financement, on ne sait jamais, il vient pas signer, il décède la veille. On a eu le cas de figure de quelqu'un qui était mort juste avant. Donc, il peut toujours y avoir des risques. Globalement, chaque opération, il y a une étendue de possibilités, de risques et de galères qui est incroyable. Mais cette marge, elle est le reflet de cette trésorerie, de cette implication. Il y a des marchands qui peuvent dire, moi, sur une opération où j'ai pas grand-chose à faire, un flip, donc vraiment un aller-retour, j'accepte des petites marges. Par contre, sur les dossiers où il y a du gros suivi de travaux et autres, c'est marge 20%. Donc ça, nous, on se cale aussi par rapport à l'attente du marchand de biens. Et donc la marge, c'est une notion relative, parce qu'elle est très personnelle. Mais elle est relative aussi par rapport à l'opération, à l'appréciation du risque. Plus il y en a, mieux c'est. On est d'accord. Parce que c'est une marge sécurité, et surtout, c'est la rémunération du marchand. Et moi, j'ai vu plein de néo-marchands arriver avec des projets, sincèrement, qui dégageaient des marges qui étaient très faibles, y compris sur les opérations qui nécessitaient quand même un petit peu de boulot. Et dans ce cas-là, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est amusez-vous, faites l'exercice de considérer le nombre d'heures que vous allez passer à travailler sur ce dossier du début à la fin. Prenez cette marge, divisez-le par le nombre d'heures, vous aurez votre taux horaire.
Et des fois, en fait, on se rend compte que quand le taux horaire, il est en dizaines d'euros, enfin, voire du 15-20 euros, c'est pas bon. Un marchand de biens, encore une fois, par rapport à la prise de risque qui est faite. Surtout, je suis d'accord avec toi. Et puis, marchand de biens, c'est un auto-entrepreneur, on va dire, avec des structures juridiques et autres, mais à la fin, il y a des charges, il y a les impôts, si on veut se rémunérer un salaire, il y a les cotisations. Enfin, il faut quand même un petit peu de grâce sur les opérations pour pouvoir en vivre et en vivre dignement par rapport à la prise de risque et par rapport à la technicité et à l'implication que nécessite ce métier. Très clair. Sur cette partie marge et sur cette partie d'analyse du bilan, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense que c'est aussi pas la même de faire 10% d'une opération à 100 000 ou 10% sur une opération à 1 million. C'est ça. Parce qu'effectivement, quand on le met sur le taux horaire, ça change quand même pas mal la donne. OK, donc analyse du bilan. Ça, c'est le premier, on va dire, filtre. Après, vous rentrez dans le détail du... On va regarder l'opération, sa faisabilité technique, sa faisabilité administrative. Typiquement, une personne qui vient nous voir en disant « Je veux acheter une maison, je veux diviser un terrain à bâtir pour vendre le fameux maison plus terrain à bâtir sans travaux. Super, vous devez acheter en combien de temps? Dans un mois. Est-ce que vous avez votre déclaration préalable? Non, mais j'ai appelé Gisèle à l'urbanisme, elle m'a dit c'était bon. Ah ouais. D'accord. Je vois très bien. Techniquement, et ça, encore une fois, on est capable de le financer. Ça m'est arrivé de financer ce genre de dossier sans la déclaration préalable obtenue. Par contre, là, on va avoir une vision différente. On va avoir une vision vraiment couverture hypothécaire. Donc, on va regarder la valeur de l'existant. Et là, on va demander plus d'apports. Mais c'est possible. Encore une fois, c'est possible de sortir des cadres. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de curseurs sur lesquels jouer. Ouais, c'est ça. Donc forcément, plus on arrive à jouer sur des curseurs, plus on peut faire des solutions. Mais l'opérateur, qui n'aurait pas énormément d'apports, qui n'a pas de préco, ou alors une préco, il a reçu une offre sur le terrain à bâtir avec conditions de financement et de PC, et puis l'offre, elle est rédigée sur un papier, ça fait un peu peur. Bon, bah là, ça marche pas. Donc, mais typiquement, ça marche pas, et on va pas arriver en disant non, c'est mort. On va pouvoir éventuellement porter le dossier, pour pouvoir dire, on émet une lettre d'intérêt qui dit que par contre, il faut reprendre un peu la mécanique parce qu'on n'est pas bon. Et ça se regarde sous réserve d'avoir obtenu l'ADP et d'avoir une précompensation pour qu'il aille négocier un avenant avec les vendeurs. Parce qu'en fait, il lui faut du temps. Il lui faut du temps et de la méthode. Ça va vraiment aider. Puis oui, il faut un peu de méthode et de formation, peut-être de compétences en plus s'il lui en manque, mais OK. Voilà. Donc, on va regarder la faisabilité administrative, la faisabilité technique. Typiquement, les marchands... Alors, ça s'est un peu calmé, mais à une époque, c'était la grosse mode des surélévations. Tout le monde voulait surévaluer. Pas surélever. Et surévaluer aussi, les prix de sortie. Ça allait ensemble. Et donc, tout le monde voulait surélever, ce qui est super, ça marche. Sauf que dans la vraie vie, ça marche sur des micro-secteurs du marché français. Parce qu'en fait, le coût de travaux et la technicité de travaux, notamment l'intervention des bureaux d'études, des suivis chantiers, parce que c'est complexe de surélever. C'est du lourd. Surélever. Donc, ça marche que sur certains micro-marchés. Où les prix au marché sont très élevés. Où sont très élevés, peuvent absorber les coûts. Et donc, nous, on voyait des demandes pour des villes, sincèrement, où... Enfin, non, c'est le plus simple, à la limite, c'est de mettre l'immeuble par terre, de le reconstruire, ça coûtait moins cher. Sauf que, typiquement, manque de connaissances, il y a plein de marchands qui arrivaient, et puis tu dis, mais en fait, vous montez 2 étages au-dessus, votre bilan, il tourne, ok, super, et par contre, vous savez que vous avez de la TVA sur le chiffre d'affaires, parce que c'est du neuf que vous créez là-haut. Et quand tu appliques les vraies règles de TVA, qui sont, je l'accorde, complexes, et je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient du mal avec ça, mais ça, c'est un peu la TVA de base. C'est la base. Voilà. Bah là, le bilan ne tournait plus. Donc là, on revient sur le bilan, mais à la fois sur une faisabilité administrative. C'est création de neuf ou des choses comme ça. On va aussi regarder forcément la localisation du projet par rapport à sa pertinence. On a vu plein de fois des gens qui voulaient faire du luxe un peu partout. Bon, bah, le marché du luxe, il est bien parce qu'il permet d'aller sur des grosses marges. Par contre, le marché du luxe, il n'est pas adapté à tous les marchés, quoi. Il y a des endroits où je suis désolé, mais faire du luxe, ça ne marche pas. Moi, j'ai des clients qui font sincèrement des choses qui sont à l'opposé du luxe, mais vraiment l'extrême opposé du luxe, mais en fait qui répondent à une réelle attente d'un marché local à un moment donné. Sûr. Et qui vendent super bien, et qui vendaient super bien, y compris à une époque où personne ne vendait plus rien. Les 6-12 mois où il ne s'est plus rien passé en France au niveau des ventes, eux, ils vendaient super bien. Parce qu'ils vendaient des lots qui, globalement, on pouvait les acheter avec un crédit consommation. Des plateaux, justement des plateaux dans des endroits où les gens achetaient littéralement avec des crédits conso, les plateaux, allaient faire les travaux eux-mêmes et mettre en loc. Donc on va regarder ça. On va aussi regarder bien sûr l'opérateur, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait avant, d'où il vient, son track record de marchand, son track record immobilier, s'il n'a jamais fait de marchand par exemple, et la pertinence du profil par rapport à un projet donné. Le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui a fait un peu de locatif, y compris sur des immeubles où il y avait beaucoup de travaux, travaille dans le bâtiment ou dans l'immobilier un peu au sens large, mais a déjà géré des sujets avec travaux et vient nous voir avec une opération avec des gros travaux. Okay. Ça peut être pertinent.
À l'inverse, quelqu'un qui a jamais fait vraiment de locatif, qui avait nécessité des grosses réhabilitations, qui n'a jamais mis le pied dans l'univers du bâtiment, qui vient nous voir sur un sujet où il y a 500 000 euros de travaux, 200 000 euros d'achat de foncier, il n'a pas de maîtrise d'œuvre, il n'a pas tout ça. Bon, bah là, c'est un peu, c'est danger. Mais en fait, c'est danger aussi pour lui. Tout à fait. Et c'est là où on a un vrai travail de pédagogie aussi à faire. Donc, on va toujours regarder aussi l'opération au regard du profil de l'opérateur pour s'assurer que on n'embarque pas non plus, notamment un néo-marchand de biens, dans un projet qui, en fait, sera une galère pour lui à la fin. Et c'est rendre service à personne. Et si on fait ça, en fait, on vient désaligner l'axe des intérêts dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, on va juste penser aux nôtres parce que nous, on va facturer des honoraires. Alors ça, c'est une vision très court terme parce que quand le projet va mal se passer à moyen terme, en fait, c'est nous qui allons récupérer aussi la patate chaude, gérer les frais d'avocat. Donc ça, c'est une vraie fausse bonne idée que malheureusement ont eu certains acteurs sur le marché, de faire du chiffre à court terme et ça se paye plus tard. Donc l'idée aussi, je pense, c'est d'avoir cette pédagogie. Et je sais que le non, en étant financeur, il est dur parce que un néo-marchand de biens, généralement, il va chercher à se former, il va galérer à trouver une première opération, il va s'accrocher et lui dire en fait non, c'est pas un bon dossier. Des fois, il y a l'irrationnel qui se crée chez le néo-marchand, ce qui est naturel. Il a tellement rêvé de ce premier dossier qu'en fait, lui dire non, c'est pas un bon dossier, c'est toujours très difficile. Et c'est là où il faut avoir la pédagogie d'expliquer pourquoi c'est pas un bon dossier, éventuellement d'essayer de réfléchir à comment ça peut devenir un bon dossier et de faire comprendre que si on dit non, c'est pas une sanction. C'est potentiellement pour éviter au mec d'aller cramer les 100 000 balles d'économie qu'il a mis des années à construire ou l'argent qu'il a tapé à Tata Jacqueline et lui rappeler que si l'opération se passe mal, c'est lui qui va prendre en premier lieu, quoi. Ça, je trouve, c'est une très très bonne remarque. On a la même chose, nous, avec des membres qui... mais même, on parle néo-marchand, mais même des marchands avancés, des fois, en fait, parce que tu as une théorie un peu d'attachement, d'engagement. En fait, quand tu t'es engagé, tu as visité l'OP, tu as négocié, ça a été dur, tu es allé chercher au forceps une offre, peut-être des fois. Puis finalement, tu as un aléa sur les travaux qui te coûtent plus cher que prévu, puis d'urba, puis de machin, puis on t'enlève un stationnement, on t'enlève un lot, tu perds 3 mètres carrés. Et finalement, ton bilan, il s'est réduit. Tu cherches quand même ton financement et puis tu vois bien que la marge elle est un peu moins bonne que prévu. Et si on te dit oui, bah tu continues à y aller, sauf que tu te mets en risque par rapport à ta marge initiale. Et c'est vrai, et je suis d'accord avec toi, c'est le plus dur parce qu'on le fait aussi dans nos club deals ou dans nos audits. Des fois, en fait, dire non à une opération, c'est pas contre l'opérateur, il est pas mauvais en soi. C'est cette opération à ce moment donné pour cette personne-là, c'est pas la chose la plus idéale. Des fois des recommandations de s'associer à quelqu'un de plus expérimenté ou d'aller chercher des prestataires externes intellectuels qui vont pouvoir gérer certaines tâches. Je pense que ça, c'est important. Vous l'avez déjà fait de conseiller à des marchands de s'associer ou de trouver des associés ou pas spécialement? C'est pas votre mission non plus, je pense, mais... On n'a jamais fait de présenter des gens. D'accord. Alors, on a déjà mis des gens en relation. Ok. Mais c'est l'association de marchands, et je sais qu'au sein du cercle, il y a des marchands qui sont associés. C'est technique, c'est touchy. Ça peut super bien marcher. C'est jamais simple. Ça peut super bien marcher. Et nous, on bosse, on a pas mal de clients qui sont associés. Ouais. Et ça peut faire des choses incroyables quand ça marche bien. Parce qu'en fait, c'est simple, on multiplie les cerveaux, on multiplie la capacité d'action, la prospection, les réseaux, les analyses. Et ça peut donner des choses. Enfin, moi, j'ai vu des duos, des trios de marchands. L'espace de 2-3 ans vraiment mais exploser parce qu'en fait ils marchent super bien en synergie, je pense sur des compétences. Moi, je pense à un trio de marchands, il y en a un qui a un profil très juridique, l'autre plus financier, l'autre plus travaux. Là déjà ils couvrent quand même un champ des compétences de l'univers du marchand de biens qui est assez large, donc ça marche bien, c'est une bonne synergie. On revient par contre sur les sujets toujours des problématiques d'association avec des sujets humains, des sujets d'implication, des sujets financiers, des sujets aussi d'appréciation du risque qui peuvent être très différents. Donc on a déjà mis des marchands en relation, notamment sur, ça est déjà arrivé d'avoir sur des marchands qui, par exemple, étaient très bons pour sourcer des dossiers, les structurer au niveau administratif, par contre ne voulaient pas faire la réalisation de travaux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, étaient prêts à laisser une marge potentiellement assez importante derrière à une personne qui, lui, allait porter le risque technique, opérationnel, travaux, et qui aurait la compétence. Donc, ça m'est déjà arrivé de mettre justement d'aller travailler là-dessus pour en fait amener le dossier et dire toi, tu serais bon pour le porter sur la partie administrative. Il faut l'acheter rapidement, il faut l'acheter cash, il faut être capable de porter un urbanisme, des choses comme ça. Et toi, par contre, t'es une machine en travaux, tu vas pouvoir le réaliser et porter la partie travaux. Et après, voilà. Donc nous, on fonctionne aussi beaucoup à la demande. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit j'aimerais bien faire le dossier, par contre, est-ce que vous n'aurez pas quelqu'un dans votre réseau de sérieux dans tel coin qui sait faire telle chose? On va présenter les opérateurs parce que forcément on commence à avoir des opérateurs partout en France.
Ensuite, ça c'est pas, ça c'est, j'ai envie de dire, ce n'est pas notre histoire. C'est pas votre problème. Et on n'est pas entremetteurs. Ok. Très cool. Non, mais c'est très clair. Ça me semble tout à fait logique et vraiment, vous êtes dans une posture d'aide, en fait, je trouve, enfin, d'accompagnement, vraiment. Disons côté que, porteur de projet. encore une fois, nous-mêmes, on a tout à y gagner et nos investisseurs, in fine, ont tout à y gagner. Bien sûr. Ouais, si c'est mieux monté, meilleur dossier, meilleure marge, plus de sécurité pour tout le monde. Et vous avez fait votre job. Ok. Sur l'analyse des dossiers, tu parlais tout à l'heure le track record, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, côté néo-marchand. Les néo-marchands, ils vont en banque. La banque, elle leur dit, bah ouais, je veux bien vous financer, mais il faudrait que vous me montiez votre track record d'opération financée. Elle dit, bah justement, je viens vous voir pour ça. Donc toi, tu me disais que tu regardais quand même la partie locative et immobilière au sens large, peut-être résidence principale d'un néo-marchand, futur porteur de projet marchand, immobilier locatif. Ça rentre en ligne de compte? Tout rentre en ligne de compte, en fait. Mais c'est la métaphore du refus d'entrer en boîte de nuit parce que c'est réservé aux habitués. Laisse-moi rentrer, on va s'habituer. C'est exactement la même chose. Je l'avais pas, mais exactement pareil. Et en fait, c'est juste de dire, encore une fois, on revient sur s'assurer que le néo-marchand, il est face à un challenge qui est à la hauteur de ses capacités. Ouais. Et c'est normal, quand on commence, on n'est pas capable de tout faire. Et quand on commence, il faut mieux les choses sécurisées et simples, parce que les premières opérations sont les plus importantes, justement pour se constituer ce track record, et justement pour éviter aussi de se prendre les pieds dans le tapis. Un marchand de biens expérimenté, il y a des opérations, il va moins gagner, potentiellement il va perdre un peu, mais il va pouvoir encaisser ça. C'est vrai. Un marchand de biens vraiment expérimenté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, qui n'a jamais perdu sur une opération, surtout avec le contexte qu'on a connu, soit il est vraiment très fort, soit il n'a pas fait tant d'opérations que ça, soit il dit pas tout. Mais en fait, c'est normal, ça arrive. Enfin, il peut arriver tellement, encore une fois, de sujets sur une opération en cours de route qui peuvent faire dévisser une marge que ça arrive. Le néo-marchand, lui, peut pas trop se le permettre. Ouais. Donc, nous, ce qu'on va regarder sur un néo-marchand, forcément, c'est qui il est et d'où il vient, mais au sens large. On va demander un CV. Le CV, c'est pas tellement pour faire pas un entretien d'embauche, mais c'est pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait comme étude, de quel environnement il vient. Est-ce qu'il a déjà fait plusieurs résidences principales? Moi, j'en ai qui disent, en gros, j'ai fait 3-4 RP. Là, j'ai mon comptable ou mon notaire qui m'a dit, écoute, faut vraiment que tu viennes marchand parce que là, ça commence un peu à... Ça pue. Ça devient chaud. Bon, bah là, typiquement, ok, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a compris, en gros, un peu la logique. Par contre, qui a compris la logique d'acheter, de valoriser, de revendre. Créer de la valeur, il s'est créé de la valeur. Voilà. Par contre, potentiellement, il a compris cette logique, mais en fait, il se l'est fait en résidence principale avec, je peux dire un peu de chance, mais avec un marché qui était ultra haussier, avec les taux bas et autres. Donc potentiellement, lui n'a pas compris la logique financière d'une opération de marchand, notamment le coût de l'argent, parce que lui, il a acheté ses RP à 1,5 sur 20 ans. Potentiellement, il n'a pas compris la question de la temporalité, parce qu'il a acheté, il a fait les travaux pendant 8 mois, puis il a vécu pendant 3 ans, il a revendu. Ben, ça, c'est super, mais ça marche pas sur du vrai marchand. Donc, on va quand même aller s'assurer sur cette base-là, on va aller s'assurer de la compréhension des modèles. On va regarder bien évidemment les formations qu'il a suivies, le cas échéant, s'il est accompagné par des marchands expérimentés, par un groupement. Ça, c'est très important pour nous. Parce que ça veut dire qu'en fait, par exemple, quand on voit quelqu'un qui vient du cercle, on sait qu'il va avoir été formé. Donc, on va partir du principe qu'il a les bases, le socle minimum, le carnet de survie, il l'a. On va partir aussi du principe que son opération, elle a été revue par d'autres personnes que lui, ce qui est très important. Et encore plus important que ça, on va partir du principe que si jamais il y a un problème en cours d'opération, il pourra se faire accompagner par des gens. Parce qu'il y a plein de problèmes, sincèrement, qui surviennent en cours de projet, qui étaient sincèrement à peu près impossibles à anticiper au moment de l'audit, que ce soit pour nous ou pour lui. Et là, bah, c'est simple, hein, c'est le capitaine qui se retrouve embarqué sur un bateau et il y a une tempête qui arrive. Bon, et bah, si le capitaine, il a jamais trop traversé cette tempête, mais qu'à côté de lui, il y a des équipes qui en ont vécu plein des tempêtes, on sait que le bateau, il a quand même plus de chances de sortir indemne. Donc, cet accompagnement-là, on va bien sûr le regarder. On va regarder aussi le patrimoine, savoir justement s'il a du locatif, des choses comme ça. Donc, et puis, l'appétence. Et moi, sur les néo-marchands de biens, ce que j'aime bien, c'est l'histoire. Pourquoi devenir marchand de biens? Et là-dessus, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, sincèrement, c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé de faire beaucoup d'argent. Non, mais enfin, ok. Factuellement, c'est ok. Ouais. Non, mais factuellement. Et puis, c'est sa réponse à lui. Donc, déjà. Ouais, c'est ok. Ok. Enfin, c'est ta vision. Donc, dans ce cas-là, bah, typiquement, c'est ok. Donc, on est sur quelqu'un qui veut le faire et qui veut le faire fort pour gagner beaucoup d'argent. Potentiellement, on est sur quelqu'un qui est prêt à une grosse prise de risque. Donc, c'est là où il faut modérer un petit peu. Mais c'est toujours intéressant aussi de comprendre la motivation de pourquoi devenir marchand. Ouais. Notamment, moi j'en ai plein qui disent je voulais devenir mon propre patron, j'étais salarié dans une agence IMO, j'étais salarié dans une boîte de travaux.
Et on reboucle sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur des fois dire, bah, regarde, le taux horaire. En fait, rends-toi compte que tu gagnais plus quand tu étais salarié. Si tu es devenu marchand, si tu es devenu indépendant et que tu as pris cette prise de risque, c'est pas pour revenir sur le modèle économique qui est inférieur à ce que tu as pu connaître avant. Le financeur aussi, il finance un projet, mais il finance surtout une personne. On va pas se mentir. Moi, je préfère financer un dossier pas dingue, porté par un bon, que financer une belle opération portée par quelqu'un où il n'a pas les épaules pour. Parce qu'encore une fois, on sait qu'un bon, il va réussir à rebondir, il va trouver des solutions, il va se débrouiller. Donc, forcément, on finance une personne, et une personne, c'est aussi une histoire. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de présentation personnelle, sans forcément étaler toute sa vie, mais mettre un peu de présentation personnelle sur une présentation qu'on fait à un financeur. Parce que forcément, le financeur va vouloir savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous vous trouvez aujourd'hui à porter un projet marchand de biens et à le soumettre à un financeur. Voilà. Ça, je pense que c'est hyper important. On en parle souvent dans nos dossiers et dans les dossiers au sein du cercle, etc., de comprendre un petit peu l'historique de la personne, donc sur son côté professionnel, mais qu'est-ce qui l'a amené là, pourquoi il fait ça, comment il le fait, et justement, en fait, de personnifier un peu le dossier. Parce qu'en fait, c'est pas juste on finance une opération immobilière avec une adresse, un numéro de parcelle et des prix d'achat et des prix de sortie. En fait, on finance surtout des personnes qui vont mener à bien ce projet, en plus de toute la sécurité du bilan financier qu'on va créer. Mais je pense que c'est hyper important. Et côté financeur et côté banquier, peut-être même encore plus que vous, parce que vous, je sais que vous êtes... on a un numéro de téléphone, on appelle les chargés d'affaires, on discute, il y a des mails, etc. Mais un banquier, c'est encore plus impersonnel. Ils savent même pas ce qui se passe des fois derrière sur les opérations. Enfin, plus ou moins, ils voient les sorties, etc. Mais je pense que de redonner de l'humain là-dedans, ça peut des fois justement convaincre de faire passer un dossier. Ou au contraire, warning côté financeur sur le dossier. Mais tu l'as très bien résumé. Il y a l'opération et il y a l'opérateur. Et lequel est le plus important? On pourrait débattre pendant des heures. Je suis d'accord. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et forcément... encore une fois, quand on finance quelqu'un aussi, on rentre dans une histoire qui, sauf si c'est un flip magique fait sur la même journée, va durer un certain nombre de temps. Et donc, on veut aussi savoir avec qui est-ce qu'on rentre sur cette histoire. Et c'est aussi valable dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors, je sais que ça va paraître... c'est un luxe de choisir ses financeurs. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on peut forcément avoir plusieurs sources de financement. Mais il ne faut pas hésiter non plus à mettre de l'humain dans ce sens-là. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel nous, on a beaucoup insisté. Tu parlais de la proximité qu'on peut avoir avec des opérateurs, de l'hyper-disponibilité qu'on peut avoir aussi. Pour nous, c'est important parce qu'on considère justement qu'on n'est pas juste là pour vendre de l'argent. Parce que si on considère qu'on est là juste pour vendre de l'argent, ça veut dire que les gens qui font appel à nous font juste appel à nous pour de l'argent. Et donc, l'avantage, mais aussi l'inconvénient de l'argent, c'est qu'il y a plein d'endroits où il y en a. Et donc, si on rentre dans cette logique-là, la question d'après, la seule question, ce sera combien coûte l'argent. Ouais. Et donc, je vais aller là où l'argent coûte le moins cher. Et ça peut s'entendre sur des opérateurs qui cherchent juste à lever des capitaux, ils vont juste regarder le coût. Mais on considère que dans ces métiers, on a justement plus à apporter que simplement être des pourvoyeurs de fonds. Et justement, le meilleur moyen, c'est l'humain, c'est la technicité, c'est le réseau, c'est la capacité aussi à se poser sur les opérations pour essayer de les sortir. Je prends un dossier tout bête. Qu'on a financé, opération est en retard. En creusant, ça part pas. Le marchand de biens qui comprend pas trop, sur une zone où il n'était pas forcément expert. Un agent immobilier en local qui était l'agent qui lui avait amené le mandat à l'achat, qui a le mandat à la revente, qui lui dit que non, mais ça va mordre. Plusieurs mois passent, donc des mois d'intérêt qui coûtent très cher. En fait, en allant sur place, en allant juste regarder un peu les devantures de quelques agences immobilières dans le coin et en passant 2 coups de fil, notamment des coups de fil à des marchands des promoteurs qui vont dans le secteur, qui se sont déplacés, qui ont été voir en passant. Ils sont du coin, donc à un moment sur la route, ils sont passés. C'est pas bon. C'est pas bien positionné au niveau prix. Moi, j'ai été appelé une agent immobilier que je connais, qui est aussi dans ce secteur-là, qui est allé voir, qui a discuté avec l'opérateur, qui a eu le travail de pédagogie de dire en gros, vous le vendrez jamais à ce prix-là. Sauf à espérer trouver la personne qui, en gros, débarque. Voilà. Mais ça marche à mis dans un univers où on a du temps. Ouais, c'est vrai, et où le temps ne coûte pas très cher. En ce moment, et puis avec un financeur de crowdfunding, ça coûte un peu plus cher. Et le poids de la dette est important. Coûte très, très cher. Il faut aller à l'efficacité et à la rapidité. Là, on est rendu sur une situation où, en fait, c'est cet agent qui a récupéré le mandat. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, c'est là aussi on va aller rentrer dans les projets pour être apporteur de solutions.
Okay. Parce que moi, mon intérêt, c'est que cette maison, elle se vende. Bien sûr. Voilà. Et là, on va pouvoir aussi des fois débunker entre guillemets des situations qui sont créées par là, le fait que la personne avait une méconnaissance du marché où il était positionné. Un agent qui était sur une bonne foi, mais un agent qui avait déjà pris sa commission à l'aller. Il perd confiance avec l'agent. L'agent, il a pris sa commission à l'aller, il est peut-être un peu moins, il est peut-être un peu moins fin. Et puis peut-être qu'il se sent dans un fauteuil, donc il est un peu moins challengeant aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce genre de sujet-là où nous, on essaie d'aller au-delà de simplement faire un virement et demander du reporting de temps en temps. Ok. Et tu parlais d'humain. Je t'ai rencontré à plein d'événements différents dans l'écosystème marchand de biens. Vous étiez venu aussi à plusieurs événements du Cercle il y a 2 ans maintenant sur la péniche. Ouais. Avec tes équipes, ou une partie de tes équipes à notre séminaire sur Agadir. T'en penses quoi de ces échanges-là? Parce que j'imagine que c'est pour rencontrer forcément des marchands de biens, discuter. Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces événements? Qu'est-ce que tu as pensé de ce séminaire qu'on avait passé? Les échanges avec les marchands, ça vous aide pas? Ça vous aide à comprendre mieux l'écosystème, à comprendre les marchands, les connaître? Pour moi, ces événements, en fait, ils sont essentiels parce que le métier de marchand, c'est un métier qui est profondément solitaire. En fait, c'est un métier. Le paradoxe du métier de marchand, c'est que toute la journée, on est en contact d'autres humains, mais en fait, on est seul. On est en contact géomètre, notaire, avocat, les agents immobiliers, les travaux. On passe sa journée au téléphone à écrire des mails, mais on est seul à piloter et à décider, à analyser, à faire ses choix. Donc, c'est un métier qui est très solitaire. Et pour moi, ces moments d'échange, ils sont ultra importants parce que c'est des moments de partage, notamment d'expérience. Et c'est un métier où on apprend en faisant, et on apprend généralement aussi en faisant des conneries ou en rencontrant des problèmes. Notre façon de dire les choses. Et c'est un métier où, on va dire, ce genre de problème peut coûter très cher. Ouais. Et on est très content d'avoir cet apprentissage par le retour d'expérience d'un autre qui l'a vécu. C'est vrai. Hein, qui permet en gros d'avoir le même niveau d'expérience sans avoir eu à payer les pots cassés. Et donc, moi, j'adore ces événements au sein du cercle parce qu'en fait, les gens vont parler vrai. Et vont dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les trucs qui sont foirés. Voilà. Parce que oui, ça arrive. Encore une fois, un marchand qui fait tout génial, soit c'est le meilleur du monde. C'est pas possible. Soit il fait rien, soit il ment. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux, on va pas se cacher. Hein, et de pas mal de personnes qui ont fait la promotion du métier de marchand, parfois sans que eux-mêmes soient réellement marchands d'ailleurs, ça c'est un peu plus critiquable. Et en tout cas, en mettant en avant vraiment le côté facile de la profession, l'achat-revente, faire 50 000 € d'un coup. Oui, ça marche, ça existe, mais c'est pas une généralité. Sinon, tout le monde serait marchand de biens. C'est vrai. Donc, ces événements, ils sont ultra précieux. Aussi parce qu'il y a des experts qui interviennent sur différentes thématiques. Parce que ça vient créer de l'humain. Ça vient créer des interactions et des visions, notamment sur des marchés immobiliers. Parce que le marchand, généralement, on va avoir une zone de travail. Oui. Et sa réalité sur sa zone de travail n'est pas forcément la même que celle du voisin. Je reprends l'exemple des plateaux. Il y a des endroits où les ventes de lots en plateau, donc où il reste encore des travaux d'aménagement à faire à la charge de l'acquéreur, marchent super bien. Il y a d'autres endroits où ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut le bannir. Ça permet aussi d'échanger sur les dynamiques, de voir en gros, telle zone, elle a été impactée par ça. Potentiellement, la sienne le sera en décalage. Donc, comment adapter sa façon de travail. Ça permet aussi de partager des sujets très techniques. Moi, je me souviens d'interventions sur la VIR, la vente d'immeubles à rénover. Très beau mécanisme, très technique. D'avoir un marchand qui t'explique ce qu'il a vécu avec les avantages et les inconvénients d'un modèle en VIR, ça a toujours plus de force que d'avoir un assureur qui va te parler de la VIR ou d'avoir un notaire qui va parler ou un avocat. Sûr. Et en fait, tout est complémentaire, mais c'est l'échange, notamment entre marchands, qui va faire la force de la chose. Et je pense que dans ces métiers-là, l'appartenance à un groupe est important, encore une fois, parce que ça amène une sécurité. C'est le fait de ne pas se sentir seul. Et je sais que les marchands de biens se sentent souvent seuls. Enfin, c'est un métier il y a vraiment des grosses décisions à prendre. Et la question, c'est toujours dire, est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que j'ai raison? Et quand on n'a personne avec qui échanger et challenger, c'est toujours plus compliqué. C'est hyper dur. On a fait plein de vidéos sur l'association justement pour ça ou pour les discussions. Donc, quand on fait des ateliers opérationnels où on brainstorm sur des décisions ou avec un associé, en fait, tout seul, c'est hyper compliqué. Là, on était sur une décision. Je suis associé avec Sébastien, que tu connais aussi. Moi, je dirais tout l'opérationnel, je suis dedans, la tête dans le guidon. Puis je lui demande un truc parce qu'il n'était pas dedans cette opération, mais il m'a donné directement la clarté, la bonne réponse. Mais tout seul, j'aurais fait une connerie, en fait. Ouais.
Et en fait, il arrive, il suffit de faire ça. Mais c'est facile quand t'es de Oui. l'extérieur. Ouais, c'est ça. Mais sauf que t'as la tête dans le guidon, tu le vois pas. Ouais. Et le truc, c'est que c'est des décisions qui sont en milliers, en dizaines de milliers, voire même au-delà, en termes de montant. Et du coup, ça peut te changer la trajectoire de ton opération. Et je suis d'accord avec toi que de bénéficier de l'expérience d'autres marchands qui veulent bien te la partager, sans en payer des pots cassés. Et je pense que c'est la bonne explication. Ça, c'est hyper fort. Et c'est... Des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit non, mais j'ai pas besoin de ça, je vais le faire tout seul, etc. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais je pense que sur le lot et le volume, comme tu dis, tu as statistiquement des problèmes qui vont arriver. Et c'est ta façon dont tu vas réagir vis-à-vis de ces problèmes, trouver la solution, avoir le bon contact, la bonne information qui va faire la différence. Et peut-être aussi sur de la compétence, tu parlais des vires, etc. Si tu sais même pas que ça existe, tu vas pas le faire. Et donc potentiellement, tu vas aller voir un super foncier qui marcherait à merveille en vire. Exactement. En dehors de la vire, il marche pas. T'as raté une opportunité. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien sur les échanges auxquels j'ai pu assister, sur les différents événements du cercle, justement, c'est la transparence. C'est que les membres, y compris des membres qui sont sur des zones où ils pourraient presque être en concurrence, en fait, vont avoir cette transparence parce que s'ils ont l'intelligence de savoir que il y a des dossiers pour beaucoup de gens. Enfin, des opportunités, il y en a plein. Il y a juste des façons de les voir, il y a des façons de les faire. Mais c'est un marché, mais c'est le cas aussi en crowdfunding. Il y a de la place pour plein d'acteurs. La question, c'est juste comment est-ce qu'on travaille. Et du coup, d'avoir des échanges, en fait, de voir vraiment des professionnels avoir des échanges transparents et d'aller assez loin. Ils se challengent. Moi, j'ai vu des gens vraiment se challenger. Et c'est comme ça qu'en fait, on trouve les solutions, qu'on grandit et qu'on apprend. C'est ça. Et que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Comme tu dis, des fois, il y a des marchands qui sont sur les mêmes secteurs. Mais en fait, ce qu'on se dit toujours, c'est je préfère que ce soit un marchand que je connais avec moi. Peut-être on sera concurrent sur une opération, entre guillemets concurrent, parce qu'il va faire une meilleure offre, qu'il va réussir à trouver de la valeur. Ok, mais au moins, je peux lui demander qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait différemment. J'apprends, puis la prochaine fois, je fais un peu mieux. Et puis, on peut peut-être faire l'opération ensemble. Enfin, il y a plein de solutions. Et plutôt que ce soit quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui soit pas formé ou qui me grille vis-à-vis d'un agent immobilier ou qui grille le projet vis-à-vis d'un agent immobilier ou qui grille pire les professionnels marchands de biens. Parce que ça arrive aussi quand les mecs font n'importe quoi. De griller un peu les marchands. Mais bon, ça peut arriver de notre côté aussi. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de recevoir un dossier analyse d'un client que je connais depuis des années. Et en fait, le même dossier avait été envoyé précédemment par un autre marchand. Mais il y a un certain temps, on va dire. Et le premier dossier ne tournait pas. En fait, ça ne marchait pas. Et pourquoi ? Parce que le second marchand, lui, avait une vision différente du bien. Et sa vision et la façon de structurer l'opération, et notamment le découpage qui est réalisé, faisait que l'opération tournait. Le premier marchand, quand il a vu qu'on avait mis le projet en ligne, il m'a littéralement demandé si je pouvais lui donner les coordonnées du son marchand pour discuter avec lui. Je comprends. Moi, j'aime bien. Il a vu ça. Pourquoi ? En fait, c'est un peu le côté. Je l'ai pas vu. Pourquoi ? Et je suis d'accord. S'il est d'accord, est-ce qu'on pourrait échanger ? Et puis ils sont allés boire un café ensemble. Et si ça se trouve, ils feront une opération ensemble dans un an, dans 2 ans. C'est des petits milieux, en fait. Et y compris en local, c'est des très petits milieux, mais on se rend compte, effectivement, quand on se croise à plein d'événements, on se rend compte que même au niveau national, ce sont des petits écosystèmes. Ce qui fait que, et petite parenthèse, la réputation est quelque chose de très important en tant que marchand de biens. Et je sais que sur les opérations, des fois, en faisant un peu des filouteries, on peut gagner un projet, on peut aller gagner un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réputation vaut très cher dans ces métiers. Je suis d'accord. Et encore une fois, sur une vision moyen-long terme, ça a une pertinence et on peut se griller très facilement. Moi, ça m'est arrivé littéralement de blacklister des gens, mais y compris au sein de l'écosystème global. C'est parce que généralement, quand une personne est blacklistée d'un endroit, il va aller toquer à la porte d'à côté. C'est simple, c'est quelques coups de fil et puis c'est des mails. Et sincèrement, parce qu'il y a des gens, malheureusement, dans ces professions, il y a des gens qu'il faut mettre sur la touche. C'est factuel. Il y a des gens qui ont des intentions et autres qui sont absolument critiquables sur tous les aspects. Et il y a aussi ce côté un peu enjeu collectif d'assainir le marché, justement pour des histoires de réputation, pour des histoires aussi de bonnes pratiques, de choses comme ça, et pour essayer de créer un écosystème qui soit vertueux et qui soit profitable à tout le monde. Et la réputation est quelque chose qui met des années à se créer, par contre peut se détruire en quelques secondes. Exactement. Et encore une fois, ce sont des tout petits milieux. Et moi, c'est hallucinant le nombre de fois où j'ai pu croiser des gens. Enfin, je prends un exemple tout bête. J'étais dans le sud de la France il n'y a pas longtemps pour visiter les opérations. J'étais avec un de mes chargés d'affaires. Il y a un soir où on sort.
à 2 h du matin, dans une boîte de nuit, rentre un client qui n'était mais absolument pas de la région, que j'avais jamais vu en vrai. Et on se reconnaît parce qu'on avait vu des photos sur LinkedIn et autres et on avait échangé plein de mails. Voilà. Et on a sympathisé. C'est tout bête, mais enfin, c'est vraiment des petits milieux. C'est des tout petits univers. Et puis tout se sait, tout se discute localement, mais même nationalement sur les opérations, parce que via les notaires, via les avocats, exactement, via les agents immobiliers. Et la qualité de son réseau fait aussi que, surtout en local, on va être appelé. Ouais. Moi, le nombre de marchands qui me disent, moi, j'ai plus de prospection à faire parce qu'en fait, les gens m'appellent parce qu'ils savent que s'ils m'appellent et si je dis oui, je vais aller au bout de mes engagements. Ouais, c'est important. J'ai un directeur de développement qui a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, il faut toujours faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est vraiment, en gros, comment être capable, une fois qu'on a donné une ligne, la tenir, pour montrer aux gens qu'on est capable de réaliser, de délivrer. Et surtout que si on a dit à un agent, c'était le prix, c'était les conditions, la veille de la signature de la promesse, on lui change pas tout. On change pas tout. Sauf si on a découvert en cours de route que c'est légitime et qu'on explique ça. Mais moi, je connais des marchands qui y vont, vraiment, c'est sauvage. Ah, c'était leur stratégie notamment la renégociation, la veille de la réitération, celle-là, elle est magique. Ouais. Et des fois, oui, ça marche. Et oui, ça va potentiellement rapporter un peu de marge. Mais ça peut aussi détruire un petit peu une réputation en local. Et encore une fois, c'est une question de vision et c'est une question très personnelle. Donc ça, il n'y a pas de jugement à porter, on va dire. Mais il faut vraiment garder en tête, notamment sur un néo-marchand de biens, qui arrive sur un marché où il a d'autres marchands qui sont plus implantés, donc qui ont déjà cette réputation, que une réputation, ça se crée, et ça se crée notamment beaucoup par la confiance auprès des agents, auprès des géomètres, auprès des notaires, et qu'en fait, tous ces gens sont aussi des potentiels futurs apporteurs d'affaires. Tout à fait. Donc il faut aussi soigner ça. Je trouve que c'est une très bonne partie là qu'on a fait de parler de la réputation. Nous, on a pour ambition de redorer cette image et le blason un peu des marchands de biens parce que justement, il y a eu des pratiques qui étaient parfois un petit peu limites, je pense, de certains. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en sorte d'éviter. Et je pense que ça, effectivement, assainira l'écosystème. Et comme tu l'as dit, les réputations sont difficiles. La crédibilité est difficile à créer, à mettre en place. Il faut du temps. Et c'est trop dommage pour des personnes qui veulent faire du long terme et continuer cette activité, de se griller sur un dossier pour l'appât de quelques, des fois, milliers d'euros. Pas grand-chose, en fait, si ce n'est de gagner que de l'argent, alors que la crédibilité vaut bien plus pour un nouveau dossier qu'on va avoir, un apporteur récurrent, etc. Donc, je pense que ça, c'est important de le mettre en Et c'est là phase. Aussi où, tu parles de crédibilité, c'est là aussi où un groupement comme le Cercle a une vraie valeur ajoutée. C'est, encore une fois, potentiellement l'agent immobilier qui va aller taper Cercle MDB, qui va se rendre compte de l'impact, de la force, on va dire, d'un groupe. Et du coup, ça vient aussi potentiellement légitimer une offre qui aurait été faite sans condition suspensive où la personne se dit mais en fait est-ce que tu es crédible? C'est exactement ça. On a eu le cas encore là avec une néo-marchand. Il dit mais attends, t'as jamais fait d'opération, etc. Elle dit va voir la chaîne YouTube, va voir le contenu du Cercle, etc. Moi je pense que ça m'a plutôt servi dans pas mal de dossiers où on fait une offre. Vous êtes qui? Regardez, moi je suis là, je fais des opérations un peu partout en France. Ça vous va? Ok, bon, parfait. Et je pense que ça a vraiment un vrai impact. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on voit de plus en plus de marchands s'afficher un peu sur les réseaux, professionnalité discrète, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, des sites web, Facebook, etc. Alors que ça peut être totalement noble et de montrer les opérations réalisées, les transformations faites, etc. Et c'est un vrai changement, je pense. Au séminaire que vous avez organisé à Agadir, je discutais avec des marchands qui ont une vraie stratégie de communication, mais y compris avec des publications avec des pushs, donc avec des choses ils payent, c'est une vraie stratégie payante de communication sur leurs opérations, sur leur travail, pour justement que ça leur ramène de la visibilité et leur ramène des dossiers. Et c'est très intéressant ce que tu disais, c'est l'inverse, l'absolu opposé de ce qu'on voyait il y a 15-20 ans, où les marchands, moins on voyait leur nom, plus ils étaient heureux. Exactement. Et en fait, on arrive sur une démocratisation de la profession et sur un aspect où les gens, un peu comme les agents immobiliers, ce qu'on voit toutes les vidéos sur les réseaux sociaux d'agents qui font visiter des choses. Potentiellement, il a fait la vidéo, potentiellement, il y a quelqu'un qui voit qu'il a visité Cachette. Il a quoi à perdre? Je suis d'accord. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est un vrai shift sur la façon de travailler, la façon de se présenter, d'assumer ce qu'on fait aussi. C'est ça. Il y en a beaucoup qui, marchandent bien, ils ne le disent pas en fait. Oui, je suis investisseur immobilier. Oui. Bon, alors je peux comprendre au début quand on n'a jamais fait d'opération, je suis marchand de bien, il n'y a pas de problème, quoi. Et en fait, on change complètement. Mais en fait, et puis on assume ce qu'on fait. Et quand on assume les choses, je pense que ça se passe beaucoup mieux.
les gens qui avaient un peu honte ou des difficultés. Nous, on filme beaucoup d'opérations de nos membres, ou les notes d'ailleurs. Des fois même, on annonce les marges, les chiffres, etc. Et certains me disent, attends, c'est dangereux, fais gaffe, parce que si tu as un acheteur, un acquéreur... Mais moi, en fait, mes acquéreurs, ils m'appellent. S'il y a eu un problème, je vais assumer. Si c'est de ma faute, je vais assumer. Si c'est pas de ma faute, je leur dirai. Et puis le vendeur, il a eu son prix, il a vendu, c'était OK. Et en fait, on n'a pas trop de sujets là-dessus et on n'a pas trop à se cacher. Et puis, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, il y a des opérations où c'est un peu plus tendu. On essaye d'éviter de raviver la flamme et raviver les rancœurs éventuelles, s'il y en a. Mais ça se passe bien, ouais. Cool. Pour cette partie-là, je te propose qu'on passe un peu sur la partie marché parce que il y a eu des tumultes dans ce marché immobilier, sur des opérations immobilières. Je dirais que forcément, des opérations de marchands qui se sont financées avec du financement, quel qu'il soit, ont subi une hausse de leur coût de la dette financier au global, que ce soit un financement bancaire, où le Ribor est passé de 0, enfin, en tout cas, il était floré, donc on avait un 0 plus le spread à plus 4, plus 5. Les taux d'intérêt dans le crowdfunding ont toujours été assez stables. Ils ont peut-être monté de... Ils ont monté un peu, ouais. Parce que je me rappelle, moi, au tout début, je voyais des dossiers à 8. Ouais. Maintenant, on est plutôt 11-12. C'est ça. Côté Invest. Ouais. Donc finalement, ça a suivi un petit peu quand même la même évolution. Mais ça a été peut-être moins brutal, je pense, que sur les banques. Il y avait des montages qui ont été faits et que des financeurs alternatifs venaient en complément de fonds propres. Où les banques intervenaient dans une partie, les crowdfunders ou financeurs alternatifs intervenaient, et puis le marchand mettait un pourcentage moindre de fonds propres, chez les promoteurs notamment. Ouais. Ça faisait de l'effet de levier à gogo. Le poids de la dette a été important, ça a occasionné des difficultés en parallèle de ça avec des difficultés de commercialisation, parce que les acquéreurs n'avaient plus de prêts, les acquéreurs finaux. Le blocage un peu du marché, comment ça s'est passé? On entend parler, je regardais encore que les taux de retard sur les projets étaient plus importants. Peut-être nous parler un peu juste taux de retard, taux de défaut, taux de perte, que les gens comprennent un peu ce que c'est. Et puis, comment vous avez vécu ça? Comment tu vois le marché? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu aujourd'hui? Vaste sujet. Ouais. Effectivement, on a connu une période qui est... alors, je veux dire très intéressante. Alors, j'aurais bien aimé et je pense que je suis pas le seul, qu'on aurait tous aimé s'en passer. Oui, nous aussi, marchands. Et à la limite, voilà, étudier ça dans la théorie, dans les livres, ou en discutant avec les personnes qui ont connu les années 90. Les vieux marchands qui te racontent, moi, à l'époque de la crise. À la limite, ça aurait été bien. Mais bon, on l'a vécu. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait au mieux au quotidien. Globalement, nous, de notre point de vue, il y a eu 3 problèmes. Le premier problème, ça a été conflit en Ukraine, hausse ultra soudaine du prix des matériaux, y compris sur les choses qui n'étaient pas du tout faites en Ukraine, mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'était... mais c'était de la folie. C'était de la folie sur la hausse des prix et sur les approvisionnements. Moi, j'avais littéralement des marchands qui m'ont raconté que c'était, chez fournisseur de matériaux, c'était l'enchère devant la palette de tuiles à celui qui offrait le plus pour choper la palette. Donc, qui dit hausse des prix, dit, encore une fois, contraction de la marge. Donc ça, à la limite, si on a une marge suffisante pour absorber la contraction, bon, on gagne un peu moins. Et on gagne toujours. Oui. Ça, c'est la théorie. Sauf qu'en fait, quand on est en train de galérer sur ces travaux, et en plus, problème d'approvisionnement, ça rajoute des délais. Oui. Délais qui rajoutent des frais financiers. Quand le financement, qui était notamment sur les taux variables, augmente, en fait, en rajoutant du temps, on rajoute des frais financiers, mais qui en plus eux-mêmes ont augmenté. Donc là, c'est le double effet. Et en plus, on a eu donc la hausse des taux, et la hausse des taux qui a eu un impact direct, donc à la fois sur les marchands, mais surtout sur les clients des marchands, les acquéreurs finaux, où on a eu globalement un marché qui s'est gelé. Il n'y a plus personne qui achetait. Il n'y a plus personne qui achetait aussi parce que, en gros, tous les 15 jours, tous les mois, enfin très régulièrement, on avait une personne à la Banque Centrale Européenne qui disait que le taux de la BCE augmentait. Ouais. Donc on sait que c'est donc plus. Donc forcément, quand on est... Enfin, il faut se mettre à la place de son client. On est un jeune couple avec un enfant on en attend un deuxième enfant, c'est génial, on veut déménager pour avoir plus grand, et qu'en fait de partout, dès qu'on regarde les médias, on dit que les taux montent, que c'est pas le moment d'acheter du coup, parce que pensez, on va aller en recherche, on va trouver quelque chose, et puis en fait entre le temps on va décider avec madame, monsieur, d'acheter, et puis le moment où on va devoir passer chez notaire, si ça se trouve le monde entre guillemets bancaire aura un peu changé. Et du coup, ça n'a plus tout marché. La hausse des taux, elle a eu un impact direct, c'est qu'en fait, ça réduit le pouvoir d'achat immobilier des gens. Et le pouvoir d'achat immobilier des gens, c'est des mètres carrés en moins
ou une zone sympa, bah en fait non, on va aller à côté parce que c'est moins cher. Ou je voulais un terrain avec une piscine, bah en fait non, j'aurais juste une maison avec un tout petit terrain. Enfin, ça a un impact concret sur un projet de vie. C'est sûr. Et c'était de l'ordre de 20 à 30%, je crois, sur les montants empruntables, énorme. sur la capacité globale des budgets, avec la hausse des taux versus le 1% qu'on a eu en 2020, les 4,5% qu'il y avait, ou 5%, je sais pas combien ça montait pour les acquéreurs. Ouais. Le problème qu'on a eu en fait, c'est tout le monde savait qu'on était dans une les taux bas, tout le monde savait que c'était une anomalie financière. C'est un non-sens économique. Voilà. Et bon, c'est les résultats de 2008. Mais tout le monde savait que ça durerait qu'un temps. Personne n'avait anticipé que le retournement serait aussi fort et sur un laps de temps aussi court. En fait, ça a été violent. C'était hyper violent. Ouais. C'était super violent, ce qui a fait que plus personne n'achetait. Les banques elles-mêmes, ne sachant pas trop où est-ce qu'elles allaient, le principe d'un banquier, globalement, c'est de gérer du risque. On dit souvent, les banquiers, ils sont frileux. C'est leur job, en fait. C'est leur job de gérer du risque. Donc, beaucoup ont levé le pied en disant, on attend de voir, on finance quasiment plus. Moi, j'ai vu des refus sur les dossiers de sous-acquéreurs. Sincèrement, c'était des profils, mais des trucs géniaux, quoi. Des mecs sur la frontière, des travailleurs frontaliers suisses qui achetaient sur le bassin genevois, sur Annecy et autres. Donc, c'est des prix immobiliers assez élevés, mais qui avaient des profils emprunteurs, mais incroyables. Refus. Se prendre des refus. Ouais. Enfin, là où un an avant, mais ils auraient fait jouer la concurrence sur 10 banques, tout le monde les voulait. Donc, les marchands ont mangé une hausse des matériaux, rallongement des délais de travaux éventuellement, et surtout s'en retrouver avec des lots qui ne se vendaient pas. Nous, on a eu des projets où c'était même pas une question de prix, c'était une question de... Moi, j'ai eu un opérateur, je comprenais pas, ça se vendait pas, il avait des terrains à bâtir, ça se vendait pas. Et je lui dis, mais faut faire des baisses de prix. Il me dit, ouais, j'en ai fait. Et je fais un moment, non, mais j'avais un peu du mal à le croire, on va dire. Et à un moment, il a été intelligent. Il m'a dit, Thomas, donne-moi un lot, tu me dis le prix que tu veux que je mette en annonce, je le mets en annonce. Il m'avait partagé les stats, le bon contre. Le téléphone sonnait pas. En fait, c'était pas une question de prix, c'est une question, il y avait personne qui voulait acheter un terrain à bâtir à ce moment-là. Parce que pareil, de partout, ils entendaient que les matériaux avaient explosé, donc personne voulait faire construire une maison, que les constructions de maisons individuelles étaient en train de faire faillite, Maison Phoenix, tout ça. Ouais. Donc forcément, ça crée un contexte d'anxiété qui ne pousse pas à l'acte d'achat. Et un acte d'achat immobilier, c'est pas comme d'acheter une paire de chaussures. Donc forcément, et puis c'est une machine qui est un peu longue à redémarrer. Donc là, on voit que c'est un peu reparti parce qu'il y a une certaine stabilité des taux. C'est un petit peu redescendu, mais à la limite, le taux, ce qu'il faut, c'est la stabilité. Ouais. Alors bien sûr, si c'est stable et bas, tant mieux. C'est mieux. Mais au moins, que ça soit stable. Ouais. Et donc les marchands se sont retrouvés à ne plus réussir à vendre. Ensuite, on a eu un phénomène, forcément, c'est une baisse des prix. Parce qu'au début, ça stagne, ça gèle, il ne se passe plus rien. Et après, c'est la baisse des prix. Et la baisse des prix, là où elle est horrible, c'est qu'en fait, on est passé d'un marché qui était un marché où les vendeurs, avaient la force. C'est le vendeur qui décidait du prix. Et généralement, l'acquéreur devait s'adapter. À un marché où c'était l'acheteur qui avait la force. Parce que c'est lui qui pouvait dénouer une situation. Donc, on s'est retrouvé sur un marché, en fait, où l'acheteur avait la force. Donc, l'acheteur fixait un peu le prix. Hein, généralement, ce que fait le marchand de biens. Hein, voilà. Mais là, tout le monde le faisait, et le faisait y compris sur des stocks et sur des lots de marchands de biens. Sauf que le marchand de biens, il a sa grille commerciale qui est figée, avec bien sûr vraiment une marge de négociation, mais sa marge de négociation, c'est de la marge en moins. Donc celui qui s'est pris hausse des matériaux, donc hausse du coût de revient, allongement du délai, donc augmentation des frais financiers de portage, et qui en plus se prend une baisse de chiffre d'affaires, sa marge, généralement, elle est fracassée. Et donc là, on avait des opérateurs qui ont assez vite compris le sujet et qui ont essayé de, entre guillemets, se couper la main plutôt que le bras. C'est ce que j'allais dire. Sortir rapidement. Ouais. Voilà. Mais là, encore une fois, on revient sur... c'est une capacité à avoir une vision. Sur un néo-marchand de biens qui potentiellement met toutes ses économies, lui dire que, en fait, il n'a rien gagné et qu'en plus, il va perdre un petit peu de son capital, je peux comprendre que c'est psychologiquement extrêmement dur. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai des opérateurs qui littéralement se sont accrochés à leur dossier alors que, en fait, ça les a amenés au fond. Voilà. Et c'est triste, mais c'est factuel. Donc, on a eu tous ces phénomènes-là. Et on a encore aujourd'hui des projets qui, parce que projets aussi un petit peu atypiques, parce que porteurs de projets qui ont plus les financements, les fonds pour finir les travaux, des choses comme ça, on a des dossiers qui sont compliqués à gérer, qui monopolisent beaucoup notre énergie en interne, sur lequel on essaie de trouver vraiment des solutions, mais par tous les moyens, parce que, encore une fois, c'est notre intérêt et c'est l'intérêt des investisseurs. Je parlais d'alignement. Il y a des dossiers où, effectivement, aujourd'hui, l'intérêt du porteur de projet, sincèrement, on ne le prend plus en compte. Parce que la personne n'a pas été coopérative, parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses en cours de route, parce que
On lui a laissé la chance 2, il n'a pas saisi, c'est pas grave. Donc là, maintenant, c'est OK, comment est-ce qu'on va sauver nos investisseurs? C'est la seule préoccupation, c'est ça. Il y a encore des dossiers où on est en collaboration avec le porteur de projet. Parce que lui a compris que c'était tout son intérêt aussi de sortir le dossier. Forcément, ce qu'on a traversé, c'est des personnes qui ont... Et c'est une question de temporalité. Le marchand de biens, entre le moment où il visite, où il fait son bilan, il fait son offre, et le moment où il achète, le moment où il délivre, c'est-à-dire qu'il arrive avec son produit sur le marché, il peut avoir des laps de temps très longs. En promotion, encore plus pire. C'est pire. Et c'est pour ça que ça a été encore plus dur en promotion. Mais même en marchand. Donc, en fait, on faisait tourner un bilan dans un monde et on se retrouvait avec un produit à la vente dans un autre monde. Et en 8-12 mois, oui, on avait changé d'univers. C'est vrai. Et ça répondait plus. L'exemple, je reprends l'exemple des plateaux. Il y a des endroits où les plateaux marchaient super bien, puis du jour au lendemain, ça a arrêté de marcher. Parce que hausse des matériaux, ça faisait peur à tout le monde, les gens voulaient des produits finis. Donc nous, on a eu des dossiers des fois où les marchands faisaient appel à nous pour financer les travaux, pour finir en fait les plateaux, pour faire un produit fini, parce que le plateau ne se vendait pas. Ouais, je comprends. Voilà. Et c'est là où l'opérateur, en fait, son rôle aussi, je pense, c'est de s'adapter. Et s'adapter vite et bien, d'où l'intérêt aussi de pouvoir échanger avec ses pairs, avec des gens qui ont connu ces situations. Et voilà, bah toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, 2022-2023, très compliqué, globalement. Après, quand les prix sont un peu stabilisés, forcément, les marchands qui retournent sur le marché à l'achat vont acheter sur les nouveaux prix, on va dire. Donc, vont refaire tourner des bilans sur les nouveaux prix avec des nouveaux frais financiers. Donc là, ça va mieux. Mais ça a été très compliqué, ça l'est encore pour certains, parce qu'il y a des marchands qui ont encore du stock qui les traînent un peu par le bas. J'appelle le vieux stock, moi. Ouais, c'est ça. Et c'est un vrai sujet. Ouais, je comprends. C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, les marchands qui se portent bien, ça va être des marchands qui ont réussi à déstocker, voire justement, et on arrive sur le sujet de pourquoi ça peut être aussi intéressant de se lancer maintenant. Un néo-marchand, il arrive, il n'a pas ce problème de stock à gérer, qu'il plombe de stock auprès d'un financeur qui dit bah, écoute, moi je veux bien t'accompagner une nouvelle fois, mais il faut que tu me soldes ça. Ouais. Donc, il y a aussi un intérêt à rentrer sur le marché maintenant. Mais ce qu'on a traversé, sincèrement, ça a été d'une violence énorme. Malheureusement, je pense que les pouvoirs publics n'ont pas forcément saisi l'impact que ça pouvait avoir. Notamment en termes économiques, sur la destruction de la promotion, de la maison individuelle et autres, qui sont quand même des secteurs qui sont fortement pourvoyeurs d'emplois, générateurs de taxes, de choses comme ça. Je pense que c'est une erreur politique qui va se payer dans un second temps. Mais bon, ça, c'est la politique politicienne et c'est pas le sujet. Mais il faut vraiment comprendre que ce qu'on a traversé, ça a été très fort, très violent. Les gens, au début, ont comparé ça avec 2008. 2008, ça n'avait rien à voir. 2008, c'est juste le temps s'est arrêté. Un petit peu, et puis après ça a repris, mais ça a repris avec une embellie incroyable. Ça a repris avec où les taux sont devenus un 5. Là, ça a été violent, et surtout ça a été long. Et alors long dans l'univers du marchand, c'est 1-2 ans. Voilà. Et là, globalement, ça a été vraiment long. On commence à voir le bout du tunnel. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, on doit justement aussi assumer ces projets qui ont été financés, et on doit trouver les solutions pour ces opérations. Après, tu parles de tu parles pas que de la première brique, en fait, tous les financeurs, en fait. Pour moi, c'est une responsabilité collective. Ouais, je suis d'accord. Qui vraiment, et c'est là où c'est un sujet un peu sensible, mais c'est une vraie responsabilité collective et où il faut que tout le monde comprenne que chacun a un rôle à jouer et où chacun paye les pots cassés des autres aussi. Ouais, je comprends. Et nous, quand on voit certaines choses qui sont faites, certaines pratiques, bah en fait, forcément, directement ou indirectement, on sait que ça a un impact sur nous. Ouais. Et un peu comme on dit sur l'image du marché du marchand de biens, chacun a sa petite brique à amener à l'édifice de contribuer à une image globale qui, en fait, est profitable à tous. Alors, si vous ne l'avez pas compris, mais il ne doit peut-être pas pouvoir parler de certaines choses, mais ou citer des noms. Mais moi, je l'ai vu sur le financement bancaire, typiquement. Les chargés d'affaires ne prenaient plus de nouveaux dossiers. Ils disaient, on doit gérer nos merdes, entre guillemets, promoteurs et marchands de biens. Les crowdfunders, c'est pareil. En fait, si on n'a plus la bande passante pour gérer de base nos dossiers en cours, peut-être on n'en prend pas des nouveaux. Et puis, entre guillemets, tu le disais, on assume quand on a fait, entre guillemets, un projet et qu'on va accompagner le porteur de projet jusqu'au bout, en fait, on accompagne aussi côté des investisseurs et on assume notre masse, notre responsable de la masse obligataire, un peu, donc c'est-à-dire de toutes les personnes qui ont prêté, qui nous ont donné leur confiance.
Et ça, c'est ce que vous n'avez pas voulu craquer ou faire perdre, en fait, en assumant jusqu'au bout, en allant amener des procédures s'il y a besoin, en essayant de trouver des solutions de sortie, activant les garanties, etc. Et c'est la bonne pratique un peu du milieu du crowdfunding qui doit être faite, quoi. C'est ça un peu que... Ce qui est compliqué, en fait, c'est un travail de pédagogie. Le problème qu'il y a eu, c'est que comme il y a eu un moment de marché où l'immobilier était fou, c'est-à-dire tout marchait, tout s'achetait, tout se vendait, enfin, c'était dingue. Il y a aussi eu une responsabilité des médias sur le fait de présenter le crowdfunding comme un investissement miracle. C'est vrai, c'était présenté comme l'investissement sûr, c'est d'investir dans la pierre, 12%, 11% de rendement. Il n'y a pas de taux de défaut, il n'y a pas de taux de retard. Mais en fait, oui, parce que derrière, il y avait un marché qui était euphorique. Ouais, c'est vrai. Alors, et encore une fois, ce qui est horrible, c'est qu'on est passé non pas d'un marché euphorique à un marché normal, c'est qu'on est passé d'un marché euphorique à un marché catastrophique pour revenir à un marché normal. Donc, c'est vraiment cette marge d'escalier qui est compliquée à absorber. Donc, forcément, les investisseurs, quand ils ont compris, enfin, quand on leur a dit, et oui, je sais que les plateformes vont dire, ah, mais c'est écrit partout, investir comporte des risques. Non, un investisseur lambda, il va pas lire les petites lignes. Enfin, faut comprendre l'investisseur qui va mettre 100 euros. C'est faux de dire que c'est un investisseur averti, c'est faux de dire qu'on l'a prévenu. Alors oui, juridiquement, on l'a prévenu, je suis d'accord. Mais c'est un travail de pédagogie qui est beaucoup plus profond que ça à faire. Et là, encore une fois, je pense que c'est une responsabilité collective de dire que la pédagogie à une époque, elle a été largement mise derrière. Et donc, encore une fois, des médias, des crowdfunders, de certains influenceurs, de plein de choses qui ont fait que, en gros, les gens pensaient que c'était sans risque. Donc, il y a cette découverte un petit peu du risque un peu après. Et après, il y a aussi une méconnaissance de la réalité de terrain. Dans le sens où il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi vous n'activez pas les garanties ?» Très bien. Dans la vraie vie, on active la garantie et déjà, on en reparle dans 2-3 ans. C'est vrai. Et ensuite, potentiellement, moi, j'ai un dossier. C'est tout bête. Oui, on pourrait activer la garantie. Si j'active la garantie, je sais que c'est moins 50% de perte sur l'investissement. Alors que si on prend le temps, alors oui, c'est du temps, d'accord, et peut-être que ça ne marchera pas. Mais si on prend le temps, je pense qu'il y a vraiment un moyen de sortir le dossier intelligemment. Là où l'envoyer à la casse au tribunal, alors oui, ça va le faire sortir. Hein. Mais dans quel état ? On acte la perte, en tout cas. Dans quel état ? Ouais, voilà. c'est vrai. Et c'est là où on a un vrai travail. Donc, il y a des dossiers, il y a beaucoup de dossiers en contentieux, et ça, pour le coup, on communique là-dessus. Il y a des dossiers où on a lancé l'activation des garanties, parce qu'on considère que c'est le meilleur scénario. Il y a d'autres dossiers où, sincèrement, c'est absolument pas le meilleur scénario. Mais forcément, expliquer ça aux gens, c'est compliqué. On revient sur la pédagogie. La référence des gens, c'est le Monopoly et l'hypothèque du Monopoly. Tu payes pas, j'active la carte, paf, ça vient à la banque. Enfin, c'est vrai. Ouais. La vérité, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Et on a un dossier que tu connais bien. Je connais bien le dossier. Voilà. On peut en parler avec un dossier, un marchand que vous avez présenté. À Brignoles, dans le 83. Qu'on a financé. Le gars, pas très très sérieux, paix à son âme, mais qui a des garanties qui sont prises sur les actifs. Qui doivent être activés, mais ça prend un temps fou. Décès, liquidation judiciaire, mandataire judiciaire, tout a été fait. En plus, à notre initiative, c'est nous qui avons lancé la liquidation judiciaire, justement. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est les frais d'avocat qui sont supportés par la plateforme, mais nous, on considère qu'en tout cas, ça fait partie de notre job. On sait qu'il y a des confrères qui font payer ces frais d'avocat, qui font supporter les frais d'avocat. Aux investisseurs, en plus. Ouais, encore une fois, ça peut se comprendre. Nous, c'est pas notre position. Je peux entendre. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait des plateformes qui montaient un fonds de garantie, entre guillemets, exactement. Pour assumer ça, ce que je trouve pas déconnant non plus. C'est des idées, en tout cas. Ouais, et je pense que c'est un univers où les initiatives sont... il faut des initiatives, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester attentif. Mais c'est des temps qui sont très, très longs. C'est ça. Le temps judiciaire, sincèrement, c'est un... Et nous-mêmes, c'est ultra frustrant. Ouais, je comprends. J'ai un dossier liquidation judiciaire qui a été demandé par les impôts pour une micro-créance. Mais littéralement, le genre de sujet où quand on voit le montant, ils nous auraient appelé. Moi, j'aurais préféré, payer les impôts pour pas foutre la boîte en liquidation judiciaire pour qu'ils finissent de vendre sa baraque. La maison, travaux terminés. En cours de vente, liquidation, les acquéreurs à l'époque prennent peur. Entre-temps, il y a tout ce qu'on a expliqué, hausse des taux, machin. C'est terrible. Donc, compliqué. Le liquidateur, je suis désolé, il a une maison à vendre, travaux terminés, dans le 78. Il se passe rien. Donc là, tu le relances, il se passe rien. Il répond, parce qu'il est obligé légalement de répondre quand notre avocat lui envoie un recommandé. Il répond en 2 lignes, le dossier est suit actuellement son cours, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Voilà, super. La maison n'est toujours pas vendue. Ouais, c'est terrible. Et on ne sait pas ce qu'il fait. Et en fait, on n'a pas de moyen de pression sur cet organe-là de la procédure. C'est très compliqué. À côté de ça, on a des juges commissaires, on a des mandataires liquidateurs qui sont
super proactifs, qui vont communiquer, c'est génial. On revient sur... Il y a un biais humain, en fait. Il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont pas bons, et c'est comme dans toute profession. Et nous, on va vraiment essayer de mettre le meilleur tempo possible. Mais le problème, c'est qu'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais connu de procédure judiciaire que oui, en face, un avocat pas trop con peut retarder en gros une audience, mais de plusieurs mois. J'ai le cas de figure, un dossier, enfin, c'est flagrant. Oui, c'est flagrant que la veille, il écrit à tout le monde, je suis désolé, j'ai une audience à Paris, je peux pas venir, merci de décaler, que oui, tu prends 3 mois, que oui, il envoie des nouvelles pièces la veille de la date limite de fournir les nouvelles conclusions, que oui, ça refait courir un délai de plusieurs mois. Enfin, ça, c'est malheureusement la vraie vie judiciaire de notre pays. Mais expliquer ça à des gens qui sont très loin de ça, c'est un vrai travail de pédagogie. Expliquer qu'activer les garanties, bah, c'est pas automatique. Ça se fait dans la douleur, c'est long et potentiellement ce n'est pas la bonne solution. C'est encore une fois un travail de pédagogie. Mais c'est notre responsabilité de l'assumer, d'assumer ce travail-là. Et forcément, ça prend une grosse partie du temps. Ouais, j'imagine que vos équipes mais encore une fois, là-dessus. Nous, on considère qu'on sera notamment jugé sur du moyen long terme par notre capacité à avoir traversé cette crise. Et ça se fera pas sans casse. Enfin, aujourd'hui, les crowdfunders historiques qui disent on aura 0 défaut. Non, c'est pareil. Arrêtez de mentir. Ouais. Alors, on est censé avoir des statistiques transparentes, à jour, mises sur le site régulièrement. Encore une fois, je sais que notre activité est réglementée par l'autorité marché financier. Je sais qu'il va y avoir des contrôles. Forcément, ça va faire ressortir des choses. Et c'est bien. Parce que, encore une fois, c'est pas dans l'intérêt collectif de mentir. Et oui, la vérité, elle n'est pas toujours très belle à dire, mais aujourd'hui, faut assumer. On a traversé une crise qui était monumentale. Il y a on parlait des promoteurs. Le nombre de liquidations de promoteurs. Il y a des gros promoteurs. Il y a des gros promoteurs qui sont allés au tapis. Ils sont allés au tapis. Et c'est normal qu'une partie des financeurs ait des difficultés aussi. Et par contre, je suis d'accord avec toi, la capacité à rebondir ou à suivre les dossiers, à gérer cette période-là et à continuer à faire des dossiers, mais comme pour les marchands, en fait, ceux qui ont réussi à sortir, nous, le mantra, c'était un peu liquider maintenant, accepter de vous couper le doigt plutôt de vous couper le bras. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils se sont un peu coupé le bras par la suite. On n'a pas eu de gros gadins énormes, etc. Alors, s'il y a quelques opérations qui ont été avec des moindres marges, mais ça, c'est pas grave. À 0, ça, c'est pas grave. Et avec quelques pertes. Mais ce qu'on voulait, c'était honorer les dettes, honorer les créances. Et ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire dans la majorité des cas. Et il faut surtout assumer, en fait. C'est simplement. Et suivre. Et puis continuer à travailler. C'est ça. Nous le gros, mais c'est un énorme effort quotidien. Et des investissements aussi. Mais c'est de dire comment est-ce qu'on assume ces charges-là, comment est-ce qu'on accompagne ces dossiers, comment est-ce qu'on se bat au quotidien pour les sortir. Et il peut y avoir aussi, je sais qu'il peut y avoir un sujet de communication. Bien sûr, on n'explique pas tout ce qu'on fait au quotidien. Nous, il y a plein de procédures, par exemple, qu'on ne va pas forcément communiquer en newsletter aux investisseurs du dossier. Pourquoi ? Parce qu'annoncer qu'on va faire tenter des saisies d'attribution sur les comptes personnels... C'est peut-être pas la meilleure chose à dire, parce que si le porteur de projet le voit... non, mais c'est du réel, c'est du concret, en fait. C'est de la stratégie, c'est du juridique. Bien sûr. Mais au quotidien, on en fait beaucoup. On assume des frais d'avocat qui sont très conséquents. J'imagine. Et je peux comprendre pourquoi certaines sociétés décident de les refacturer aux investisseurs, parce que c'est des sommes qui sont très importantes. Nous, on considère que c'est, entre guillemets, lié à du chiffre d'affaires qu'on a encaissé. Donc, on l'intègre là-dedans. Mais encore une fois, c'est une vision qui est personnelle. Mais l'idée, c'est de dire qu'on se bat pour ces dossiers-là, qu'on est reparti sur une dynamique de marché qui est propice à faire des dossiers. Et que, bien sûr, on a aussi tiré beaucoup d'apprentissage de ça, de cette période. Donc, des outils qu'on a en place, des pratiques, des choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus. Des choses que maintenant, on a mises en place, qui n'étaient pas forcément le cas avant. Parce qu'encore une fois, avant, il n'y avait pas besoin. Sincèrement, ce n'était pas nécessaire. Et même, il y avait des sujets, ça ne serait même pas venu à l'esprit, en fait. Parce qu'on était dans un univers où ça marchait super bien. Et très sincèrement, ceux qui étaient capables de prédire la crise... en 2019, 2020, 2021, crise des taux, j'entends. Il y en a toujours qui vont dire je les avais prévus. Regardez, chaque année, il le met. J'avais mis un tweet en telle année, j'avais dit que... Ça, c'est facile. Ça, c'est facile avant. Donc, l'idée, c'est assumer et se battre pour ces dossiers en souffrance et aussi se concentrer sur maintenant quelle dynamique on redonne, sur quoi est-ce qu'on part. Mais j'aime bien ton point tout à l'heure. Tu disais ce que les investisseurs comme les acquéreurs ou les marchands cherchent, c'est pas forcément un taux haut élevé ou un taux bas, c'est une stabilité. C'est vraiment ça, surtout sur l'immobilier où les temps sont longs et on veut pouvoir se projeter un petit peu.
c'est la même chose sur, pareil, de la politique, mais l'évolution de la fiscalité immobilière, sur le LMNP, la location nue, les réformes qui arrivent. Quand ça change tout le temps, c'est très difficile. Et du coup, ça limite un peu l'appétence des gens à faire plus, à se repositionner sur de l'immobilier. Et c'est vraiment le sujet. Et là, il y a une période d'un peu plus grande stabilité, quoique on peut parler de géopolitique, c'est compliqué, ou en tout cas, c'est pas simple, mais ça l'est jamais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est un peu plus linéaire, on s'y voit un peu plus, et du coup, on a quand même des acquéreurs et des gens qui reprennent, entre guillemets, une certaine, je vais dire, une vie normale, et des marchands qui refont des opérations et des financeurs qui peuvent se reconcentrer sur, à nouveau, créer de la valeur et ça. Si on passe sur la suite, tu m'as dit, il y a eu des adaptations, des changements, etc. C'est quoi la vision, la première brique dans 4, 5 ans, 10 ans, le marché du crowdfunding? On avait vu un moment de la consolidation sur du marché. Je sais que récemment, vous avez fait rentrer aussi un fonds à la boîte. Donc, j'imagine que c'est pour de la croissance, peut-être un peu de développement aussi, des nouveaux projets. Sur le mécanisme des garanties, typiquement, on parle souvent, on entend beaucoup plus parler, on a eu le cas, nous, des fiducies. Des innovations, tu m'as parlé de tokenisation, de blockchain au début, etc. C'est quoi le futur du crowdfunding sur les prochaines années et de la première brique en particulier peut-être? Effectivement, on a eu la chance en début d'année de faire rentrer 2 fonds d'investissement français très marqués sur l'entrepreneuriat et la capacité, la volonté à accompagner des sociétés pour passer un cap, justement, et pour affronter des enjeux de croissance, des enjeux de marché, des enjeux d'internationalisation, enfin, plein de sujets qu'on peut transposer à plein de domaines d'activité. On a fait rentrer ces fonds en début d'année. Donc, nous, on considère vraiment que le marché aujourd'hui, il va y avoir un vrai renouveau parce qu'on a vu les limites, justement, du marché. On a vu les limites du marché du crowdfunding qui est très relié à l'immobilier et en tout cas qui est très relié à l'immobilier à court terme. Donc, quand ça marche, c'est génial. Quand par contre, ça marche pas à court moyen terme, encore une fois, on parle en horizon marchand, l'impact, il est énorme. Ouais. Nous, on voit vraiment l'immobilier comme un très bon vecteur d'investissement. On est en France, on est très attaché à la pierre. C'est vrai. On voit quand même que c'est un marché qui est solide. Là, ce qu'on a vécu, en fait, c'est court. À l'échelle de 20 ans, on a vécu une crise, c'est petit. Donc, quand tu es dedans, c'est très dur. Mais si tu prends vraiment du recul et sur la durée, c'est différent. On voit quand même que l'immobilier reste une valeur refuge, que la France reste attractive, en tout cas sur les aspects immobiliers, qu'il y a des marchés qui marchent encore mieux qu'avant. C'est vrai. Qu'il y en a d'autres qui, au contraire, marchent plus forcément très bien. Donc, typiquement, les grands plateaux de bureaux versus le marché de l'ultra-luxe. C'est des dynamiques qui sont des dynamiques de fond. Peut-être que ça va s'inverser un jour, mais c'est des dynamiques qui sont des dynamiques de fond. Donc nous, on se concentre vraiment sur l'avenir. Pour nous, le crowdfunding, ça doit rester démocratiser l'investissement immobilier. On reste sur le leitmotiv du départ. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on attend par investissement immobilier. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à renforcer l'expérience investisseur sur le crowdfunding traditionnel, on va dire. Donc là, on travaille beaucoup, nous, sur déjà des refontes d'images, d'approches. Vraiment, l'expérience d'investissement, c'est que l'investisseur, investir ne soit pas juste, en gros, faire un virement et 2 clics. La pédagogie, donc beaucoup ça, de la gamification, parce que la pédagogie passe beaucoup mieux par le jeu, ça c'est évident. Et nous, on va appliquer l'adage de Colus. C'est un homme averti en vaut 2. Et on considère que si on a 100 000 briqueurs avertis, on aura une communauté très puissante. Parce que forcément capable de prendre des bonnes décisions d'investissement, capable d'analyser des dossiers et de comprendre surtout ce dans quoi les gens investissent. Ça, c'est vraiment le point central. On cherche aussi à diversifier les produits pour pouvoir, en fait, encore une fois, diversifier le profil de risque, le profil de rendement, pouvoir toucher d'autres types de personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par du crowdfunding parce que si ça se trouve, c'est trop court. Et puis, non, mais en fait, moi, le 12%, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est plutôt du 6-7. Par contre, c'est du solide. Je veux pouvoir dormir tranquille. Donc, on travaille beaucoup sur des aspects de capital garanti, par exemple. Okay. On travaille beaucoup sur des aspects de liquidité de l'investissement. D'accord. Pouvoir revendre son investissement avant la fin du projet. Donc, de marché secondaire. On travaille beaucoup sur des aspects d'aller plus sur l'immobilier. Donc sur la détention de l'immobilier, sur l'exploitation immobilière et la revente. Donc pas forcément financer un marchand, mais plutôt travailler sur un horizon 4-5 ans de comment bénéficier d'une exploitation, donc d'un rendement locatif, avec une vision de revalorisation
pas juste parce qu'on espère au doigt mouillé que le marché va prendre de 3-4% par an et que du coup, dans 5 ans, super, on aura fait 5 x 3 ou 5 x 4. Mais de comment est-ce que créer de la valeur, mais sur un horizon de temps un peu plus long que le marchand. Ok. Comment démocratiser des produits immobiliers qui aujourd'hui sont accessibles sur des tickets d'entrée très élevés. Comment structurer des club deals au sens vraiment d'association avec le marchand de biens. Tous ces sujets-là, en fait, donc on a beaucoup de champs de bataille. Ouais, c'est beaucoup. Là, donc il y a des choses qui sont dans les tuyaux, qui vont sortir sur septembre, octobre, automne 2025. Et les choses, on est plus sur UTAN 2026 parce que souvent, il y a des barrières quand même juridiques et aussi barrières technologiques. Donc on est un peu sur tous les fronts. Mais l'idée, c'est vraiment comment un peu repenser le crowdfunding pour déjà le normaliser. Que ce ne soit pas une solution miracle, ce n'est pas un ovni, c'est un produit qui a ses avantages, ses inconvénients. Comment chercher à le sécuriser, à le renforcer toujours plus, mais aussi comment chercher à proposer également d'autres choses pour en fait permettre à l'investisseur de se constituer un portefeuille intelligent parce qu'il aura compris déjà de ce en quoi il investit, intelligent parce que diversifié, et puis dynamique, pas juste en rendement, dynamique parce qu'il va évoluer, parce qu'il va pouvoir faire des choses aussi à côté, simplement du fait d'investir, toujours autour de l'immobilier qui est notre leitmotiv. Ok. Bon, ça fait un paquet de chantiers, un paquet de sujets, parce que y a beaucoup de choses là-dedans, et c'est vrai que peut-être ça va venir aussi, encore une fois, prendre des petites parties qui n'étaient pas assurées par certains établissements financiers classiques, des financements peut-être moyen terme, de ce que j'entends. On a entendu pas mal de choses. Sur la partie, je dirais, des outils que vous utilisez, on entend parler beaucoup d'IA aussi. Vous vous en servez? C'est quelque chose que vous avez en tête? Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce autour de l'IA, donc c'est pas pour parler de bullshit d'IA, etc., mais sur l'analyse des dossiers peut-être, ou les études de marché, il y a des choses comme ça que vous avez utilisées? On s'en sert déjà un petit peu sur de la rédaction et l'analyse de documents, notamment. Typiquement, l'analyse de promesses notariées. Une fois qu'on lui a dit, en fait, dans les promesses... je veux que tu me sortes tel et tel et tel point. Et puis, on lui a envoyé 50 promesses en disant ça, c'est du standard. Si tu vois des choses différentes de ça, tu me le dis. Donc là, c'est sur la lecture documentaire. Excellent. Sur la synthèse de documents. On est en train de l'intégrer sur de la préqualification d'opérations. Donc vraiment le haut de l'entonnoir. Ok. Parce que je considère que, et encore une fois, c'est une vision qui est forcément personnelle. Je considère que l'IA est un truc génial à partir du moment où il est piloté par un humain. Et qu'il y a le ressenti de l'humain derrière. Ouais, c'est vrai. Et on parle d'une étude de marché, ça restera toujours subjectif. Et à un moment, il y a quand même le feeling. Et le problème qu'on a sur les études de marché, c'est que forcément, l'IA, il va se baser sur des données. Bon, nous, il y a un marché qu'on connaît très bien, pas mal d'opérations là-bas, c'est Cannes. Cannes, si on fait des études de marché au niveau de la ville, on est à côté de la plaque. Parce qu'en fait, Cannes, il y a plein de marchés dans Cannes. C'est à une rue près, à un bâtiment près. Et c'est la même chose à Paris, ou c'est la même chose dans toutes les grandes villes. Enfin, il y a vraiment des éléments très spécifiques à avoir. Et donc là, le ressenti humain, la visite, le fait de s'appuyer sur des professionnels locaux, globalement, ça, c'est pas prêt de remplacer l'IA. Donc nous, l'IA, on le voit vraiment comme gagner du temps sur les aspects très automatisés sur lesquels il n'y a pas de risque. Typiquement, compléter un tableau Excel sur la base d'un cabis. Ça, il n'y a pas de risque. Quand on lui dit, en gros, ici, ça tu le mets là, ça tu le mets là, il n'y a pas de risque, mais ça prend du temps. Donc l'idée, c'est comment en fait, gagner du temps pour que le temps humain soit généré sur les choses à vraie valeur ajoutée, pour aller creuser des aspects, pour aller vraiment développer des choses qui sont concrètes et qui sont des horizons de risque. On le voit aussi sur l'aspect rédactionnel. On passe beaucoup de temps à rédiger des documents. Donc là-dessus, on est en train de l'intégrer. Mais l'idée, c'est vraiment de l'intégrer petit à petit et de surtout le garder avec une vision que c'est un outil à notre main, c'est absolument pas un guide et ça sera jamais l'IA qui dira si un dossier est bon ou s'il est pas bon. C'est un dossier qui nous dira éventuellement le dossier en synthèse, c'est ça, les points forts, c'est ça, les points faibles, c'est ça. Je te conseille de creuser tel et tel point ou de demander à l'opérateur de creuser tel et tel point. Mais on a déjà fait pas mal de tests et c'est globalement assez concluant, mais force est de constater que notre métier, c'est ça qui fait la force du métier. Il y a quand même des sujets un peu des fois d'instinct. Il y a des sujets de connaissances techniques, de connaissances marché qui sont ultra précises. Et je souhaite sincèrement qu'un jour l'IA et tout ça, parce que c'est-à-dire qu'on pourra faire d'autres choses. Donc c'est très bien. Mais en l'état du marché actuel, c'est pas encore le cas. Et je pense qu'au contraire, c'est dangereux de penser que c'est déjà le cas. Alors on sera jugé dans quelques années là-dessus. Mais c'est intéressant. Effectivement, je pense que c'est aussi un outil qui est intéressant pour les marchands de biens.
quand on le voit comme un outil et quand on le voit comme le fait que dans nos métiers, notre job et notre enjeu, c'est d'avoir une caisse à outils large, de piocher dedans et d'être le plus efficace possible. Ouais, c'est vrai, on a la même vision là-dessus. On s'en sert aussi en tant que marchand pour faciliter, fluidifier des tâches et justement nous concentrer sur des valeurs des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme vous le faites, que ce soit du rédactionnel, de la préparation, de la lecture, de l'analyse. Mais ça n'enlèvera jamais le côté instinctif de je la sens bien, je vois la valorisation potentielle, je vois ce qu'on peut faire, je vois ce qu'on peut créer. Mais effectivement, c'est une aide là-dessus. Ok, on a passé un grand champ d'éléments sur l'activité de marchand de biens. Si tu avais quelques conseils à donner, on va parler côté marchand, à des marchands qui veulent se lancer ou alors qui voudraient faire passer le dossier de financement, ça serait quoi les éléments que tu aurais envie de leur dire et de se dire qu'est-ce que je fais pour me lancer ou qu'est-ce que je fais pour mon dossier de financement? Vraiment, 3 petits tips de bonne pratique. Je sais qu'effectivement, c'est toujours un moment anxiogène, le financement. Et c'est une des craintes principales des néo-marchands, c'est de réussir à se faire financer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancré. Alors, ça tombe bien, ça veut dire quand même qu'ils ont compris que le financement était un vrai enjeu. Par contre, il faut vraiment retenir qu'un bon dossier, il se fera financer. Alors, encore une fois, un bon dossier porté par la bonne personne, mais ce qui compte, c'est la qualité du dossier. Le financement, il sera trouvé plus ou moins facilement, plus ou moins des bonnes conditions, mais financer une belle opération, sincèrement, ça se fait. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment soigner sa présentation et soigner sa propre compréhension du dossier pour être capable de la redistribuer à un financeur. Soigner sa présentation, ça ne veut pas dire être un pro de PowerPoint, faire une présentation chiadée haute, c'est juste faire quelque chose qui, encore une fois, reprend les éléments qu'attend un financeur. Être capable de montrer qu'on comprend son langage et qu'on parle la même langue que lui. Donc, faire une presse, pas forcément quelque chose de très beau, juste quelque chose de carré, d'exhaustif. Arriver avec un dossier de financement mature. Quand on voit des personnes qui nous contactent, alors il y a la différence entre prendre des informations, comprendre un fonctionnement et présenter un vrai dossier. Mais les gens qui prennent des dossiers en gros à l'arrache, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier signal que ça envoie, c'est que c'est quelqu'un qui est pas forcément carré, le dossier est pas forcément abouti, forcément ça donne pas trop envie de creuser, ou alors on creuse mais avec un a priori. Donc aller sur un dossier abouti, quand on le présente en financement. Se former. Pour moi, le conseil aussi, c'est vraiment chercher à se former. C'est un métier où on apprend bien sûr en faisant, mais il faut partir avec un socle minimum. Parce que sinon, il y a plein d'histoires de self-made dans le monde marchand de biens. Il y en a toujours. Hein, c'est génial. Mais il y a aussi plein d'histoires de gens qui sont pris des murs. Sauf que ceux-là, on en parle moins. Donc, se former, se faire accompagner. Et surtout, chercher la bonne opération. Encore une fois, des bons dossiers, il y en a. Et il ne faut pas hésiter à dropper, à balancer un dossier qui n'est pas excellent. Voilà. Il y en aura d'autres. Et je sais que c'est dur, mais il y en aura d'autres. Donc, chercher une bonne OP, adaptée pour son niveau, pour son engagement financier, pour sa propre appétence au risque et ses compétences techniques. Bien le structurer, le rendre suffisamment mature, bien le comprendre, être capable de bien le présenter. Et tout ça doit reposer, selon moi, sur un socle minimum de connaissances et de formation qui est important. Et le financeur, en fait, va poser son plein de questions, va demander des docs. C'est pas forcément pour piéger la personne. Mais moi, le nombre de fois où on demande des choses qui sont sincèrement de l'ordre du basique, on a en face un interlocuteur, ça se voit. Même au téléphone, ça s'entend. Quand la personne ne sait pas de quoi on parle. C'est inquiétant. Parce qu'il y a plein de notions et c'est quand même un métier technique. Même sur des opérations simples, il y a quand même 2-3 notions à maîtriser. Si on ne les maîtrise pas, on envoie un très mauvais signal au financeur et potentiellement, on se met en risque. Et le financeur, lui, se mettre en risque avec vous, ça va dépendre d'une question d'appétence au risque, mais globalement, ce n'est pas forcément son job. Donc, il va falloir chercher à se sécuriser. Donc, plus vous allez structurer votre dossier pour le sécuriser, plus vous allez pouvoir avoir des financements facilement. Et globalement, une opération bien montée et des notions techniques qui sont maîtrisées, le financement, c'est une quasi-formalité. Dans l'univers aujourd'hui, le financement est une quasi-formalité. Je ne parle pas du financement à des meilleures conditions, choses comme ça, mais c'est une quasi-formalité. Je suis bien d'accord. Moi, je dis souvent à nos marchands dans le cercle, là, quand on a des dossiers ou quand on les reçoit, justement, on les fait passer dans le club deal. On les regarde nous. Et du coup, en fait, on a déjà un premier regard. Et je leur dis, si vous aviez envoyé ce dossier à votre financeur, il y avait telle incohérence, il y avait cet élément-là qui n'était pas bon, etc. Ou si moi, je ne comprends pas le dossier quand je le lis à la première fois, je suis marchand pourtant, le banquier ne va rien comprendre non plus. Et du coup, on le retravaille, on l'améliore. Si on voit des trucs qui perdent pas
pas de masquer, pas de mentir, mais juste de le présenter mieux, d'une façon de le dire, de synthétiser les choses, etc. Vu qu'on n'a qu'une seule possibilité de faire bonne impression sur le dossier, bah, il faut la faire la meilleure qui soit dès le départ. Et que ça soit cohérent. Moi, je trouve souvent que dès qu'il y a une incohérence dans un dossier, genre une grille de prix, un prix à un endroit, un autre prix, mais même 1 000 € d'écart, merde, ta grille, elle est pas bonne, il y a un souci là. Et en fait, ça va soulever des alertes. Où sont les autres erreurs? Mais s'il y a celles-là, elles sont où les autres? Et comme tu le disais, en fait, tu sens en fait en discutant si c'est maîtrisé, pas maîtrisé. S'il y a des documents, est-ce que tu as ça? Bah oui, non. Bon, bah je vais le faire. Bon, ok, bah, ça peut arriver, etc. Mais du coup, je pense qu'effectivement, de bien être préparé, ça donne beaucoup plus de chances de se faire financer. Et on le dit également tout le temps, c'est la bonne opération qui fait le financement. Et c'est pas le financement à aller voir en amont. Quand on a des gens qui viennent dire ouais, mais il n'y a pas de banque qui finance les marchands, etc. Bah, peut-être que, est-ce que tu as déjà une opération? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a été bien montée? Le dossier est bien présenté? Est-ce que tu connais tous les outils de financement qui existent? Il y en a tellement, en fait. Comme tu l'as dit, on aura peut-être le financement le moins cher. On en aura peut-être du plus cher, ou peut-être du intermédiaire, ou peut-être un mix des deux, ou peut-être on va se débrouiller autrement. Mais on arrive à avoir des financements pour les opérations. Et encore maintenant, et même quand c'était difficile des financements, dès qu'il y avait des belles opérations, on les finance, en fait. Ouais. Ça, c'est systématique. Bah écoute, on a fait un gros tour du crowdfunding grâce à Thomas. Donc, merci à toi d'avoir parlé en toute, je dirais, en toute transparence. J'apprécie ça parce que bah, nous aussi, on aime bien partager nos réussites, nos difficultés, etc. Et je sais que ça n'a pas été un moment, je pense, facile de gérer la période immobilière qui est passée. On te voit beaucoup sur les réseaux à discuter, à partager avec des marchands ou auprès d'investisseurs. Je sais que vous avez, en fait, vous avez ces deux versants-là, animer des investisseurs, animer des marchands. Et c'est un sacré boulot que vous faites. Vous permettez à un paquet d'opérations de se réaliser. Donc bravo pour ça. Et puis les projets qui arrivent, j'ai l'impression que ça va vous occuper encore un bon moment. Donc merci d'avoir partagé cette interview. J'en ai pas parlé en amont, mais vous êtes partenaire du Cercle aussi sur les financements de nos marchands avec des conditions préférentielles pour les personnes qui sont allées dans les process du Cercle, qui sont formées par chez nous, accompagnées par nos membres, passées par le système du Club ZIL. Et donc, je vous remercie aussi pour ça, parce que vous êtes une bonne solution pour nos néo-marchands ou marchands plus avancés. On n'a pas parlé de toutes les typologies d'intervention que vous faites, mais puisqu'on on a parlé de néo, mais c'est pas que ça. Et je pense notamment, on a des marchands aussi avancés qui ont besoin des fois de refinancement de stock, de bridge, de financement entre différentes opérations, ou des fois des compléments de fonds propres, même si c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins pratiqué, mais ça dépend les opérations, les opérateurs, comme tu l'as dit. Donc merci pour ça. Puis j'en profite pour dire ceux qui veulent contacter Thomas peut-être pour amener des dossiers, vous avez un site, un bouton sur lequel cliquer sur votre site web de la première brique. Oui, directement sur le site de la première brique. On a un peu un fast track plus facile, mais voilà, donc un bouton sur le site de la première brique. Bien sûr. Pour proposer des dossiers de marchands, puis vous ferez un plaisir de les étudier. Puis combien vous en financez encore en semaine? 2 par semaine globalement? Ouais, moi je lis toutes les newsletters, alors je vois à peu près 2 par semaine. Mais c'est entre 2 et 5, on va dire. Entre 2 et 5, ok. Donc il y a de la place, rassurez-vous, 52 semaines dans l'année. Ils financent même en août et en décembre, tout le temps, avec des beaux projets aussi. Puis si vous êtes des investisseurs, pendant un temps sur la chaîne, on avait fait des analyses de projets de crowdfunding. C'est vrai, aussi. Tu étais même venu, je me rappelle, c'était un hôtel à Lourdes. L'Alpha. Et 2,7 millions, tout à fait. C'était super, on faisait pas mal de projets comme ça. Et tu le disais, en fait, de regarder un peu. Moi, je me sers souvent des plateformes pour voir un peu de la veille concurrentielle des marchands. Quelles opérations ils font sur mon secteur ou sur différents secteurs. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que maintenant, vous étiez mis à faire des vidéos aussi de présentation des dossiers. Donc, on a peut-être fait germer une graine dans les plateformes de crowdfunding. Je trouve que c'est un super milieu. Merci pour ça. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, sur la première brique, vous avez les contacts de Thomas et de son équipe. Et pour le Cercle, vous connaissez. On a fait plein de vidéos. Je vous ai dit des analyses de projets, des visites d'opérations. Il y en a plein et on en fera encore. Des MDB Talk où on discute entre marchands du Cercle ou avec des professionnels, des experts comme Thomas par exemple ici, dans la finance immobilière. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez vous lancer en tant que marchand ou vous faire accompagner, les liens dans la description. Vous connaissez tout ça. Salut tout le monde. Salut Thomas. Merci. Bye bye. Ciao.